Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un épisode consacré à un chef bien connu des Français. Je vous propose de rencontrer Paul Perret. Alors pour le grand public, Paul Perret, c'est des lunettes et une casquette. C'est un tempérament aussi vif et taquin, une bonne humeur qui vient depuis quelques années faire vibrer notre télé. Car c'est dans Top Chef que les Français l'ont découvert. De lui, on sait qu'il a décroché 3 étoiles pour son restaurant Ultraviolet à Shanghai. On sait que c'est une expérience incroyable, un lieu inconnu dans lequel 10 convives par service sont conduits par un voiturier, une table entourée d'écrans où les sons et les musiques et l'image donc accompagnent les séquences de dégustation. Ça, c'est ce que vous connaissez sûrement déjà du chef Paul Perret. Mais je suis heureux d'avoir passé quelques heures en sa compagnie parce qu'on connaît moins son parcours, son histoire, la manière dont il a construit sa cuisine, les voyages qui l'ont nourri, les rencontres et les moments qui ont aussi façonné son tempérament de cuisinier. Chercheur inlassable jusqu'au boutiste, vous allez découvrir un chef qui va loin, très loin, dès qu'il entreprend. Cet épisode a aussi une saveur particulière à bien des égards, car vous venez de le retrouver pour le début de cette 16e saison de Top Chef, mais aussi parce qu'il vient tout juste de fermer les portes de ce restaurant justement qui a fait sa renommée mondiale. Ultraviolet, dont je vous ai parlé juste à l'instant, ne rouvrira pas, et lors de cet enregistrement, il me l'apprenait, donnant à tout le chapitre qui concerne ce restaurant hors du commun une tonalité particulière, touchante et particulièrement signifiante pour Paul Perret qui a vécu là-bas, dit-il, le climax de sa carrière de chef. Bon, il a encore fort à faire avec ses brasseries là-bas, de l'autre côté du monde, à Paris aussi, avec nos noces au sein de l'hôtel de Crillon, où je le retrouve ce jour-là. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef et vous allez donc découvrir l'histoire d'un homme que tout le monde connaît sans vraiment connaître, la vision d'un chef dont l'engagement est total, l'esprit chercheur et l'enthousiasme contagieux, même si ça doit pas être évident de le suivre au quotidien. La fin de cet échange, qui comme toujours remonte le fil de son histoire, est bien sûr consacrée au restaurant Ultraviolet qui aura marqué une époque, et c'est formidable de recueillir aujourd'hui, à l'heure où il se retourne à peine sur cette histoire, la vision qu'il a guidée dans ce projet fou durant toutes ces années. Écoutez bien jusqu'à la fin, c'est une masterclass. Le voici. Enfin, dans Chef, je suis ravi de vous partager cette rencontre avec Paul Perret. Les premiers souvenirs, c'est la cuisine de ma mère, bien sûr. Et c'était à Rosny-sur-Seine, à l'époque où on était. Je crois qu'on est resté les premières années de ma vie, à l'époque où j'apprends à faire du vélo, etc. Et j'ai ces souvenirs que j'ai analysés un petit peu plus tard de des moyens que mettait ma mère pour nous faire manger, sans avoir finalement, beaucoup de moyens. On n'était pas une famille pauvre, mais une famille moyenne classique, on va dire. Et ma mère travaillait pas à l'époque en plus, et elle nous faisait des dans mes souvenirs, des côtes de veau normandes, des solmenières, des choses comme ça qui sont des grands classiques de la cuisine française, des tartes aux pommes magnifiques, et cetera. Et ça, c'est vraiment mes premiers souvenirs. Alors j'en ai des bribes, je crois qu'il y en a qui sont venus se greffer sur des photos que j'ai vues, mais c'est vraiment mes premiers souvenirs et ceux qui m'ont peut-être le plus marqué en termes de cuisine de ma mère, direct, voilà. Après, il y a eu après ça a cheminé, hein, puisque c'est pas quelque chose qui s'arrête, à partir du moment où j'ai, 6 ans. Je crois qu'on est parti un petit peu à Paris après on est descendu à Marseille. Marseille a été une période très importante parce que c'est là peut-être que je suis resté le plus longtemps. J'ai fait 15 ans presque à Marseille et Donc c'est une enfance dans les villes, urbaines plutôt. ah mais je suis un urbain, absolu. Je conçois la campagne pendant 3 jours. J'y vais jamais, mais à chaque fois que j'y suis par accident, je m'y sens très bien. Mais c'est vrai que cet excès d'oxygène peut m'étouffer. C'est bon ça. Et elle ressemble à quoi ces tables? Parce que en l'occurrence, quand on parle de votre enfance, vous allez directement sur la cuisine et sur la table. Vous parlez de votre maman. Ouais. Est-ce qu'on est sur des grandes tablées, familiales, régulières? Est-ce qu'on est sur une cuisine quotidienne? Ça ressemble à quoi? Non, on est là, je parle de justement de la vie quotidienne quand on était juste entre moi, mon frère, ma mère, mon père. Non, c'est pas des grandes tablées familiales. Les grandes tablées familiales, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde. On se retrouvait dans les grandes occasions, à Noël, etc. Là, on se retrouvait en général chez mes grands-parents maternels. Et c'est là qu'on avait effectivement des grandes tablées. Et là, c'est la cuisine de ma grand-mère, d'accord, qui est donc la mère de ma mère, et qui aussi cuisinait. Alors,
Est-ce que dans toutes les familles, à cette époque, les gens cuisinaient tous et très bien par rapport à quoi? Parce qu'en fait, c'était le seul point de repère qu'on avait, mais j'ai en tout cas des très, très beaux souvenirs et certains, je les goûte encore. C'est-à-dire que dans la cuisine de ma grand-mère, si vous me parlez par exemple d'une épaule, d'agneau, confite sur des petits légumes, je la goûte encore. Ouais, vous l'avez encore. Si après il y a des choses parce qu'il y a des choses aussi qui ont perduré, il y a les grands classiques catalans, l'ouyade, les bols de picoulate. Alors il y a là j'ai toutes les versions. J'ai les versions familiales de mon arrière-grand-mère que j'ai eu pendant très longtemps, j'en ai eu 2 pendant très longtemps, de ma grand-mère et puis après de ma mère. Voilà, donc là il y avait un niveau de comparaison puisqu'on pouvait dire: «Attends, l'ouyade, c'est celle-là, celle-là». C'est quoi les influences culturelles? Parce que là, on se parle de villes différentes, de cultures différentes. Elles viennent d'où, les influences, d'un point de vue culinaire, puisqu'on se parle de la table, là? Bah, c'est catalan, essentiellement catalan. Toute ma famille est catalane, à l'exception de mon frère qui est né à Issy-les-Moulineaux. C'est le seul qui n'est pas né au pays, comme on dit. Donc catalan, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Tout le monde va dire que c'est intéressant quand on vient de quelque part. Mais cette espèce de croisement entre culture arabe, méditerranéenne, entre la montagne et la mer, etc. C'est un pays extraordinaire en fait. Ouais. La Catalogne française, et avec des goûts puissants. Et finalement, c'est vrai que tout ça, ça impacte la façon dont on cuisine, ça impacte le curseur de goût, qui est la chose la plus difficile à évaluer quand on essaie de lire une recette. Quand on arrive à lire une recette, au bout d'un moment, quand on est chef de cuisine, on arrive à peu près à comprendre, à goûter presque, même sur photo, sur recette, on arrive à comprendre ce que fait quelqu'un. Il y a quelques personnes qui font des choses qui sont tellement ésotériques et absconnes qu'on a un petit peu de mal à savoir ce que ça peut donner. Mais en général, on arrive à le faire. La seule chose qu'on a du mal à goûter, c'est cette espèce de curseur du goût. C'est que se situe le niveau des sels, où se situe le niveau des acides, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand on est catalan, en général, je pense que le curseur de goût est assez élevé, puisque les grands classiques, c'est les anchois, le vinaigre de Banyuls, des choses qui sont un petit peu puissantes, l'espèce de civet, alors les civets de langouste, on faisait formidable. Trop beau. Trop bon. Qu'est-ce qui s'imprime si on devait définir, parce que là, forcément, on parle de cuisine, on parle de la table pour décrire votre enfance, mais il n'y a pas que ça. Quand on est enfant, le reste du temps, et le goût pour la cuisine est peut-être pas forcément développé. Alors, 2 questions. Qu'est-ce que vous faites de votre enfance, de votre vie, de votre quotidien? Quels sont vos kiffs à vous? Quel genre d'enfant vous êtes? Et deuxième question, est-ce que la cuisine a une place? Est-ce que vous la regardez avec une curiosité ou un intérêt déjà à cet âge-là? C'est marrant parce qu'en fait, peut-être parce qu'on ne m'a jamais trop posé la question, je me suis jamais trop posé la question. Et même comme ça, quand on m'en parle, mes souvenirs sont quand même extrêmement liés à la nourriture. Parce qu'à force de penser nourriture pendant autant d'années, j'ai presque gommé tout le reste. C'est une possibilité. Parce qu'après, non, je dirais que j'avais une enfance assez classique. On allait à l'école, j'étais avec mon frère. Donc, le fait d'être avec mon frère, on était souvent en train de jouer ensemble. Donc, il y a eu tous les épisodes où on jouait au cow-boy, ça je m'en souviens très bien. Il y a ces trucs aussi, pareil, peut-être des souvenirs sur des photos. Mais j'ai pas d'autres souvenirs finalement qu'une enfance qui est rythmée au travers de l'école, d'accord. D'ailleurs, quelques points intéressants de passage. La première école, par exemple, quand je vais à Marseille, une école freinée. Vous savez, une école freinée, ça n'existe plus beaucoup. Mais un enseignement qui était très intéressant. Ça, je m'en souviens bien, parce que c'était quelque chose qui était basé sur l'éveil, beaucoup plus que sur l'apprentissage comme ça par cœur. Ça, c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Mais voilà, j'ai ces souvenirs entre les petites écoles, l'école après le collège qu'on a fait à Marseille. Après, c'est toutes ces années avec mes amis. Il y a le rugby qui va se greffer dessus. Mais si on parle de la petite enfance, j'ai beaucoup moins de souvenirs dessus. Ils font quoi, vos parents? C'est quoi leur occupation à eux? Ils travaillent au PTT à l'époque. C'est-à-dire que mon père est technicien télécom. Il s'occupe principalement des réseaux hertziens. Ça, c'est ce dont je me souviens. Et ma mère, au début, elle travaille pas. Et puis après, elle va rentrer à la poste. Et puis, elle va gravir comme ça pendant toute notre enfance les différents échelons à la poste pour finir dans des positions qui sont intéressantes, je pense. Et c'est en les suivant, du coup, que vous avez déménagé
de Paris à Ouais, je pense Marseille? que c'était des déménagements essentiellement dus aux conditions professionnelles. Ouais. Ma mère qui devait bouger là, mon père peut-être qui devait bouger là, etc. Mais c'est vrai que je me suis même pas posé trop la question. Vous avez suivi? On a suivi. Puis je pense que la majeure partie après de mon enfance se passera dans le sud. Ouais. C'est petite enfance, donc Rosny-sur-Seine, et puis après le reste du temps, ce sera dans le sud. À partir de Marseille, ça va évoluer comment? Vous allez y rester un certain temps, vous l'avez dit, et votre adolescence, elle va s'écrire comment par la suite? Alors oui, je vais avouer quelque chose, et c'est marrant parce que j'en parlais pour le coup hier. J'ai presque honte quand je vois mes bulletins scolaires, parce qu'ils sont extrêmement bons. C'est pas des, non mais c'est pas. C'est une honte assez rare quand même. Hein, Non mais je vais vous donner un exemple. C'est pas prétentieux parce que finalement j'ai régressé après, donc tout va bien. Mais je regarde ces trucs des fois et puis même moi je m'étonne de ces trucs des 18/20, des machins, etc. Anecdotiquement, je pars en 5e. C'était encore une époque où on donnait des prix? des prix Ouais, je me souviens. et qui étaient matérialisés par un bouquin, machin, Ouais. etc. Je pars quand même avec 11 prix en 5e, en sachant qu'il y a que 8 matières. Donc, pour partir avec 11 prix à ce moment-là, il faut être premier ou deuxième prix dans chacune des matières, plus prix des tableaux d'honneur, prix d'excellence, plus de machin, etc. Et même premier prix de toutes les 6e en musique. Alors, ça va, je suis pas du tout musicien, mais je faisais du pipeau à l'époque. Et très bien, de fait. et très bien parce que c'était scolaire. Donc j'étais un bon petit soldat, et c'est vrai que pour le coup là je dois rendre aussi ça à ma mère parce que je pensais que c'était dans toutes les familles et que c'était normal. Je sais que ma mère a pris beaucoup de son temps tous les soirs, en fait, tous les soirs, elle nous faisait réviser nos leçons de façon très sérieuse après manger, à moi, à mon frère. Elle suivait tout le parcours de ce qu'on faisait, chaque matière, machin, une rédaction. Elle reprenait le truc, toute la rédaction. Ah non, ça va pas, Paul, ça c'est un style en poulet. Je me souviens d'un épisode, ça c'est un peu plus tard, peut-être 14-15 ans ou un truc comme ça, mais je crois qu'il y a une rédaction, je l'ai refaite 5 fois, parce que ça allait jamais, quoi. Oui. Donc c'est long, hein, une rédaction, faut les taper les mots, etc. Faut les écrire à l'époque. Et voilà, c'était plutôt studieux. Ça s'est fait entre l'école, puis après un bac C. Donc un bac C, ça c'était vraiment l'orientation un petit peu familiale. Bac C, ça suffisait pas, donc il fallait bac C, latin grec. Ok, super. Génial, je m'en sers tous les jours du truc. Oui, forcément. Et ça s'est fait entre ça et le sport. Et en fait, je vais même beaucoup hésiter. À 15 ans, j'avais l'opportunité de faire sport-études de rugby. J'avais deux sports-études d'ailleurs qui étaient ouverts alors que je ne jouais même pas au handball. Mais il se trouve que le lycée où on était, c'était le lycée Saint-Exupéry à Marseille. Et mon prof de sport, qui était Monsieur Doutre à l'époque, je m'en souviens, essayait de me coopter pour faire sport-études de handball aussi. Ça s'est joué entre ce que j'aimais et ce que j'ai dit, je vais essayer de faire de mon métier dans le doute, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je vais essayer de faire d'un de mes pôles d'intérêt mon métier. Voilà, c'était peut-être pas si bête que ça finalement. Et il y avait la cuisine, passion pressentie. J'expliquerai peut-être pourquoi après, même si j'ai expliqué quelques fois. Il y avait la photo et il y avait le sport. Et donc j'ai essayé de faire dans ces trois. Donc à l'adolescence, vous avez ces 3 cartes en main. Finalement, 3 lignes possibles, 3 perspectives possibles. Ouais. Puisqu'on parle de cuisine en l'occurrence, vous avez parlé du coup de cet attachement, de ces plats, de cette culture un peu évidente familiale finalement et de ce travail presque inconscient des goûts. Comment, à 15 ans, on se dit, alors que, à l'époque, vous me corrigez, mais si je me trompe, on n'envoie pas les élèves qui ont 18/20 en cuisine. C'est pas une norme. Donc, d'où elle vient cette envie et cette perspective pour vous d'embrasser cette voie-là? Déjà, je commencerai plus tard. C'est-à-dire que je commencerai après le bac. Donc, je commencerai la cuisine pratiquement 19-20 ans. C'est là que j'intégrerai le lycée hôtelier de Toulouse, etc. Il faut aller au bac, jusqu'au bac de toute façon. Il faut aller jusqu'au bac. Après, je prendrai une année, une espèce d'année comme ça. On va dire pas sabbatique, mais dans laquelle je vais essayer de m'entraîner pour passer l'UREPS. Il y a quelques anecdotes marrantes dessus, je sais pas si on aura le temps d'en parler. Je vais le rater de façon lamentable en me noyant dans une piscine et puis avec mon manque de souplesse gymnastique. Et le concours de photo, je crois que les mecs à Marseille n'ont pas compris mes visions artistiques de la photo. Et donc par défaut, je vais rentrer au lycée hôtelier de Toulouse. Mais c'est vrai que là, les marqueurs sont
sont très clairs parce que je les ai analysés, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Et ça démarre avec un livre de cuisine qui est le manuel des recettes de Grand-mère Donald, qui est ce bouquin que je reçois pour mon anniversaire à l'âge de 9 ans. Et j'ai toujours dit que c'est assez marrant de voir l'influence comme ça que peut avoir un objet, un livre sur le cours de sa vie. J'aurais pas eu ce livre, je pense que jamais je ne me serais intéressé à la cuisine. D'abord, c'était un livre qui était un petit peu iconoclaste parce que c'était écrit pour les enfants. C'était donc, ça sortait un peu des sentiers battus à une époque où on sort quand même, on n'est pas, on est au début dans les prémices de la nouvelle cuisine et on a quand même des choses qui sont assez codifiées dans tout ce qui sort en matière de livres culinaires. Et ce livre-là est complètement, à part. Les cailloux du Vésuve, c'est les truffes, ça je m'en souviens très bien parce que c'est ce que je faisais à Noël. Et c'est la première fois que je vais comprendre, parce que dès que vous faites quelque chose manuellement, vos parents vous encouragent, ils pensent que vous avez fait une œuvre d'art, évidemment, même si c'est un désastre. Et je vais comprendre qu'il y a une espèce de langage comme ça, manuel, et qui se retranscrit par de la reconnaissance des gens auxquels vous faites à manger. Je le vois pas sur le coup à l'époque, bien sûr, mais ça se retraduit comme ça et ça va résonner un petit peu parce que dans mes premiers petits boulots justement, et il y avait eu cet éveil où j'avais fait quelques petites recettes de cuisine par rapport à ce bouquin-là. Ça va être une première place de plongeur. Alors quand je dis plongeur, j'étais à la fois plongeur et second de cuisine parce qu'on était 2 dans cette brigade de colonie de vacances. Il y avait moi et le chef de cuisine. Et ce chef de cuisine qui s'appelait Féti, qui va m'apprendre quelque chose de remarquable, c'est la cuisson des frites. D'ailleurs, la cuisson des frites en 2 bains de friture comme ça, les frites pochées à 130 degrés, et puis au dernier moment, pendant le service, à 180 degrés. Je me suis dit, Féti, c'est mon nouveau messie, je vais le suivre, il va m'apprendre tout un tas de trucs. En fait, pendant le mois de la colonie de vacances, c'est la seule chose que j'aurais appris de Féti. Mais ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, le gars, le chef de cuisine, il a 2 jours de congé, je crois, par semaine, ou un truc comme ça. Et pendant ces 2 jours de congé, c'est moi qui fais la cuisine. Je suis adoubé de plongeur à chef de cuisine. Et c'est là que je vais faire des plats en fonction de ce que je sais faire, mais en mettant du fromage partout. C'est-à-dire que ça commençait par un croque-monsieur avec surmonté d'une tonne de fromage. Ça va se finir par des raviolis surmontés d'une tonne de fromage. Et ça va se finir par une espèce de mousse au chocolat. Enfin, tout ce qui était simple à faire, en fait, et dans lequel on mettait du fromage. Et tous les gamins là, de la colo, ils m'applaudissaient tellement. Il y avait un différentiel entre ce que moi je faisais, qui était fatalement très gourmand, parce que moi j'étais pas soumis aux mêmes contraintes diététiques, économiques que notre ami Féti, qui le pauvre lui devait faire des haricots verts, des machins comme ça le reste de la semaine. Et moi j'étais là, je lâchais les chiens. Et c'est vrai que le fait de se faire applaudir en faisant manger, on se dit tout d'un coup, mais même en parler, leurs ventres ont compris. Et c'est là que je me suis dit, c'est quand même quelque chose d'intéressant, la cuisine. Voilà. C'est à quel moment cette expérience, cette colonie, c'est cette première fois où vous... Alors, le livre de cuisine, les recettes ça, c'était dans l'enfance. Ça, c'est devant, d'accord. Et les premiers petits boulots comme ça, c'est 14 ans, 13-14 ans, quelque chose comme ça. 14-15 ans. J'ai plus les dates exactes, et je vais le faire 2 fois, cette histoire de colonie de vacances, en tant que chef de cuisine, cette fois-ci, à la MJC de Soulac-sur-Mer. Et j'y vais avec un de mes copains du lycée hôtelier. J'ai compris que j'étais un malade mental de la cuisine à ce moment-là. Alors, je me le note, ça, de cette maladie mentale qui se déclare, en tout cas, sur laquelle on peut pointer le doigt à ce moment. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on était à 200 mètres de la plage, et pendant ce mois ou mois et demi où on va cuisiner pour les résidents de la MJC, qui sont des adultes, pour le coup, là, c'est pas des enfants, on ne verra jamais la plage. Voilà. C'est-à-dire qu'à 200 mètres, je crois qu'on y est allé une fois pour dire qu'on y est allé, et le reste du temps, j'avais un petit peu pris en main la brigade improvisée de cuisine entre Claude le géant, qui était mon pote, qui on a failli ne plus être pote après ce truc-là d'ailleurs, Françoise l'économe, qui essayait de gérer le budget du machin, moi je partais en toupie complètement, un despote absolu de la cuisine. Et j'essayais, avec les quelques connaissances que j'avais, de faire des plats, mais même aujourd'hui, je sais pas si je me lancerai là-dedans, mais pour une colonie de vacances, on faisait des cassoulets, je faisais des jambons braisés, j'avais mon Larousse gastronomique, ma mallette de couteau, j'ai chaque jour on épluchait une lettre,
On est parti, allez, là, on va faire un cassoulet avec des lapins vivants qui sortaient, des paellas avec des lapins vivants qui sortaient de la poêle. On travaillait, je sais pas, du matin à tard le soir, et personne ne nous a jamais rien demandé. Ouais. Pareil, moi je me disais, mais les gens, ils sont contents, ils étaient contents. Et donc, personne n'ose me désavouer parce que tous ces gens de la MJC se disent, mais putain, c'est extraordinaire. Ils venaient au repas, ouais. Alors, il y avait quelques catastrophes aussi dans ce qu'on a fait. Mais on a compris j'ai compris que j'en avais trop fait quand je vois l'équipe de relève, les Haussiens, là, qui arrivent pour prendre le relais en cuisine. Et quand je les vois faire rentrer des boîtes de conserve comme ça, de raviolis, de machin, de Ouais. trucs, etc. Je me dis, Pas la même. Ouais, ils y vont là, pas avec les mêmes peut-être, effectivement, intentions. ils vont être plus à la plage que nous. Voilà. Donc c'est ce souvenir un petit peu de cette espèce de truc où la cuisine, ça rend un peu fou. Ça se calmera après. Mais c'est vrai que la volonté de faire les choses et d'essayer de bien les faire, ça, c'est très marquant, en tout cas à ce niveau-là. Et je veux dire, on dit souvent en fonction des moyens dont on dispose, mais malheureusement, avec le manque de lucidité que j'ai à l'époque, c'est au-delà des moyens dont je dispose. Ouais. J'ai embarqué ces gens-là dans un truc. Personne n'avait demandé de travailler 17 heures par jour. Même pas moi d'ailleurs, mais on s'est trouvé prisonnier de ce système. Ouais. Enfin, et parenthèse. Énergie. Mais comment vous en arrivez là? Comment vous décidez justement d'embrasser la formation, le lycée hôtelier? Donc vous quittez Marseille pour aller à Toulouse? C'est ça. Et comment je décide, c'est dans cette espèce d'année charnière, juste après le baccalauréat, où je dis, écoute, tu vas essayer de faire le sport, tu vas essayer de faire la photo, tu vas essayer de faire le lycée hôtelier, puisque finalement, cet éveil à la cuisine me dit, j'aime potentiellement faire la cuisine. C'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails. Avec un ami aussi, dont le père est restaurateur, on avait mangé dans son mrestaurant. Je trouve que ça m'a marqué à l'époque, parce qu'il faut savoir que à cette époque-là, je suis allé assez peu au restaurant. On sortait assez peu. J'étais pas avec. Quand je vois mon fils que j'ai amené 1 milliard de fois au restaurant depuis qu'il est tout jeune. Mais c'est une éducation, c'est une culture, c'est aussi des contextes. Tout le monde ne va pas. Bien sûr. Et on allait quelques fois au cinéma, mais je m'en souviens. Et on allait quelques fois au restaurant, mais ça restait un événement quand on allait au restaurant. Donc on peut pas dire que j'ai bercé dans une culture gastronomique où je me faisais des tables étoilées. C'est pas vrai, j'avais jamais fait une table étoilée d'ailleurs. Donc c'est parti dans ces 3 directions que j'imaginais pouvant être intéressantes, sinon passionnantes. Il se trouve que ça deviendra passionnant. Mais je pense que tout peut être passionnant, en fait. Je dirais presque, quel que soit le corps de métier qu'on cherche à embrasser, le truc, c'est de savoir à quel moment, d'accord, on y consacre une énergie pour essayer de rendre les choses intéressantes et qu'on a la curiosité d'aller chercher plus loin. Tout. J'aurais pu faire de la maçonnerie, j'aurais pu faire de l'ébénisterie. Là, je parle de métier manuel. J'aurais pu faire de la conception assistée par ordinateur. Tout, à mon avis, peut devenir passionnant. Ça dépend effectivement de la démarche que l'on met au service de ce que l'on fait. Le jour où je rentre en cuisine, en fait, tout s'arrête. Je lisais beaucoup, j'arrête de lire. Je vais ne plus lire que des livres de cuisine. Pendant des années, d'ailleurs, je lirai beaucoup de livres de cuisine, les 10 premières années. Et puis après, au contraire, j'essaierai d'éviter d'être influencé. Et donc, ce sera la démarche un petit peu inverse. Mais c'est vrai que tout s'arrête et tout est dédié à ce que je fais. C'est une espèce d'absolutisme qui est un de mes traits probablement de caractère, encore aujourd'hui, je pense. Et ça démarre quand vous démarrez le lycée hôtelier? Ça formation, démarre quand je démarre au lycée hôtelier. Vous dites quoi à ce moment-là, du coup? Parce que quand on bascule dans cet absolutisme dont vous parlez, c'est qu'il y a une révélation, c'est que vous vous dites, à cet endroit, c'est là où je vais... J'ai toujours pensé qu'on n'a pas assez d'énergie pour le consacrer à trop de choses. Alors, je peux être multitask, mais les tâches les unes après les autres. Comment ça va s'inscrire la formation après donc lycée hôtelier, Toulouse? J'imagine des premiers stages aussi. On a parlé de ces jobs d'été dans les colonies. Là, il va y avoir des stages peut-être un peu plus professionnalisants dans des environnements différents peut-être. Ouais. Et je vais quand même revenir sur quelque chose qui est très important puisque
C'est ma première leçon de cuisine avec un prof qui s'appelle Jean-Pierre Poulain, que j'aime beaucoup, que j'aime encore beaucoup, avec qui j'ai encore des relations de temps en temps, et qui est un prof majeur à l'époque en France, qui s'occupera de mettre en place la maîtrise de l'hôtellerie-restauration, etc. Et c'est ces jeunes années. Et il nous fait notre première leçon de cuisine, c'est des jeunes professeurs à l'époque, et il nous met comme ça 3 carottes dans 3 verres d'eau. Cette leçon de cuisine m'a beaucoup marqué, avec le premier verre d'eau, une carotte râpée, deuxième verre d'eau avec une carotte coupée comme ça en tronçons, et le troisième verre d'eau avec une carotte entière. Et donc on imagine que le premier verre d'eau avec la carotte râpée est très orangé, l'eau est très orangée. Dans le deuxième, l'eau est relativement légèrement orangée, et dans le troisième, elle est pratiquement limpide. Mmh. Et au travers de ces principes un peu de taille et de diffusion de la couleur, ce qu'on Mmh. voit en tout cas physiquement, il va nous expliquer tous les principes d'échange solide-liquide. Et c'est vrai que ce type de leçon, après on fait quelque chose, on fait notre première leçon, je me souviens, c'était un rôti avec des pommes au coin de rue, et pareil, il nous expliquait à chaque fois pourquoi on fait telle chose, pourquoi on va venir d'abord blanchir les pommes de terre pour enlever la fécule, avant de venir les saisir à l'huile, puis les nourrir au beurre, etc. Bon. Et j'aimais beaucoup cette démarche d'explication, Mmh. d'analyse et d'explication. D'ailleurs, après, on parlera de cuisine moléculaire, etc. Les premiers, c'est un mauvais terme, quoi, cuisine moléculaire, mais peu importe, puisque finalement, la cuisine est une forme de chimie poétique, et c'est vrai que en comprenant les Le réactions, process, ouais, bien sûr. ça permet aussi à un moment donné, de s'extrapoler pour pouvoir faire d'autres choses. Donc, quand on comprend les émulsions, on peut faire ceci, on peut faire cela, etc. Et c'est le type d'enseignement que je n'attendais pas, Mmh. et qui correspondait tellement au principe un peu d'analyse et de synthèse qui correspond à cette formation un peu scientifique que j'ai quand je fais un bac C, etc. Et là, il y a une vraie, ça a vraiment cliqué. Et je me souviens avoir appelé ma mère à l'issue de cette première leçon pour lui dire: maman, c'est exactement ce que je voulais faire. Il a scellé en une leçon ma passion pressentie pour la cuisine, parce que je me suis dit, ça va peut-être me passionner, enfin en tout cas m'intéresser, mais je suis pas sûr. Et puis là, ça s'est fait en une fois. Il est au croisement de l'explication, de quelque chose d'un peu scientifique, de voilà, comprendre les bases, comment ça se structure, et après vous allez pouvoir l'emmener ailleurs. Voilà, C'est ça que vous comprendre comprenez. les bases pour pouvoir extrapoler. Mais après d'ailleurs, un peu plus tard, il faudra faire presque le contraire. C'est se débarrasser un petit peu de ces connaissances dont on a si on veut découvrir quelque chose de nouveau. Donc Ouais. après, il faudra provoquer les erreurs et dire ça, c'est pas possible, mais on va quand même le faire. Parce que quand on fait quelque chose qui est censé ne pas être possible, on découvre que quelquefois d'abord c'est possible. Mmh. Donc la théorie ne fonctionne pas toujours, et en fait, il n'y a que la pratique après et la tentative de l'échec qui amène à faire des vraies découvertes et donc de la vraie création, parce que le reste, c'est pas de la création. Ouais, bien sûr. Comment vous allez, du coup, quelles vont être les étapes importantes de cette formation-là? Alors, on se parle de ça, de cet épisode qui est une forme de révélation ou de, comment dire, de confirmation, de l'endroit où vous allez vous trouver, de la voie que vous empruntez. Après, il va y avoir des stages, des rencontres, des choses qui vont vous marquer dans ces années-là de formation? Oui, je sais pas, c'est moins marquant, j'en parle un petit peu moins, mais c'est vrai que ça va être, on avait à l'époque, quand on était en BTS comme ça, on avait 4 mois de stage chaque Ouais. année. Donc en fait, c'est là que c'est l'initiation un petit peu à la réalité, Oui, là, on découvre la réalité d'un métier. d'un métier. Des brigades, Et c'est vrai que la réalité, et je devrais encourager les jeunes à faire de la cuisine, mais la réalité, c'est pas forcément d'abord ce qu'on voit dans Top Chef, ou c'est pas, on n'est pas chef cuisinier du jour au lendemain, on crée pas du jour au lendemain. Il faut bien maîtriser les bases. On commence souvent à faire des travaux qui sont pas forcément intéressants en fonction de la dimension de la brigade qu'on a, etc. Je vais faire des stages qui vont juste m'apprendre que finalement, c'est pas un métier facile, et que malgré la passion qu'on a, il va falloir quand même nourrir la passion si Ouais. on veut pouvoir résister à une formation qui peut être quelquefois un petit peu ingrate. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça, et je suis pas sur ces stages. Je sais pas s'il y avait quelque chose de plus important que l'autre. Il y avait un stage qui était intéressant dans les brasseries Flo, ça c'était pas mal. Je suis retourné l'autre jour au Julien à Paris, qui était ce restaurant où j'avais fait mon stage à l'époque, et je rencontrais le chef et on discutait, et je regardais la structure de la cuisine. Ça c'est marrant de voir que ça n'a pas finalement beaucoup changé. Mmh. Mais ça va m'amener quelque part après le service militaire à faire ma première démarche pour trouver un travail, et ce sera à Paris, chez José Lampré à l'époque, qui est le chef de la Maison Blanche, qui a disparu depuis. Mais ça va se faire comme ça en fait. Qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce qui vous amène là? Pourquoi Paris? Pourquoi cet endroit? Comment vous vous retrouvez? Ouais. Et en fait, je ne connaîtrais José Lampreia qu'au travers de magazines dans lesquels on voyait les images de ce qu'il faisait, les photos de la cuisine qu'il faisait. Et c'est vrai que je
considère toujours aujourd'hui qu'en tout cas à l'époque, il y avait probablement une des plus belles esthétiques culinaires des chefs que je lisais, parce que je dévorais finalement tout ce qui passait, tout ce qui parlait de cuisine. Et j'y suis allé en me disant, voilà, ça c'est exactement le type d'endroit dans lequel je veux travailler. En voyant la cuisine dans les magazines. Exactement, j'y suis allé, je me suis présenté à la porte de ce restaurant en venant un jour à Paris. Je crois que mon frère était à Paris, c'est pour ça que j'étais monté à Paris. Je faisais le service militaire à l'époque et j'avais dit, voilà, j'aimerais beaucoup travailler ici. Et puis on m'a embauché. Oh, formidable. Et d'ailleurs, j'ai premier faux pas d'ailleurs, parce que dans la famille, il y avait une personne, c'est mon oncle, qui connaissait le docteur Parcé. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. À l'époque, il y a beaucoup de cuisiniers de l'époque en tout cas, qui se souviendront du docteur Parcé, qui représentait pas mal de vignerons, pas mal d'associations, et qui connaissait tous les grands chefs de l'époque. D'accord, il connaissait très bien les Joël Robuchon, il connaissait surtout Alain Chapelle, ce qui était quand même à l'époque le Graal en termes de cuisine. Et il essaie de me faire rentrer à l'époque chez Alain Chapelle, mais il dit, bon, avant de faire des armes chez Alain Chapelle, il faudra quand même faire 1 ou 2 années au Chapon-Fin de Perpignan, qui est un restaurant gastronomique, ça n'existe plus à Perpignan, qui avait une étoile. Et j'avais dit d'accord, en pensant que bon, c'est d'accord, mais on verra bien. Et quand je rentre chez José Lampreia, je ne préviens personne, mais moi, je pensais que personne ne m'attendait. Je me suis dit, c'est quand même pas... Ils ont oublié. Non, ça a fait un pataquès, l'histoire monumentale. Parce que vous vous retrouviez à Paris, du coup, ils ont dit, t'es gentil, mais nous, on t'attend... Exactement, et c'est là que je me rends compte ce jour-là que la cuisine, et notamment la cuisine dite gastronomique, etc., c'est finalement un petit milieu où tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente, et que ça marche beaucoup, en fait, comme ça, de conseils à je te passe tel gars. Je t'ouvre une porte et... Peut-être plus à l'époque encore qu'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, tout le monde a un petit peu des difficultés en termes de recrutement. Mais à l'époque, ça se passe quand même énormément comme ça. Donc vous vous retrouvez à Paris alors qu'on vous attend dans le sud. Exactement. Avec l'idée peut-être d'aller chez Alain Chapelle. Donc vous dites quoi? Vous dites je reste à Paris, je continue. Je reste à Paris et ça a fait un pataquès familial. Bon, après, je pense qu'ils ont digéré. C'était pas non plus... Ah, bravo. J'étais pas si important, mais... mais voilà. Et ça commencera comme ça. Ça commencera à Paris, chez José Lampreia. Et ce sera mes années, on va dire, de formation de jeunes cuisiniers. Ce sera assez difficile parce que on travaillait un bon 16 heures. Et je dis 16 heures, les gens vont dire oui, ça va 16 heures. Non, 16 heures, c'est compliqué de travail. On démarrait à 7 ou 8 heures du matin, on finissait à 1 heure du mat. J'avais une petite chambre qui était juste en haut. On avait juste 1 heure l'après-midi dans laquelle on pouvait manger. Enfin, on faisait ce qu'on voulait d'ailleurs. Mais c'est juste 1 heure l'après-midi. Et en plus, comme j'étais le dernier arrivé, je travaillais dans la cour. C'est génial. Quand on sort de... Non, mais on rigole, mais c'est ultra difficile. Enfin, c'est ultra... Aujourd'hui, on dirait que c'est violent. Ah, c'était violent à l'époque pour un jeune qui vient de démarrer, petite brigade, beaucoup de travail. Puis c'est un restaurant qui marchait très bien. Il avait 80 couverts. Il avait beaucoup de stars qui venaient le voir. José Lampreia, il était gay, donc il avait quand même toute une espèce de faune un petit peu mélangée. C'est vraiment quelqu'un, enfin, pour le coup, en termes de cuisine, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Je suis pas resté très longtemps, j'y suis resté quelques mois. Et finalement, ça aurait pu me laver, en tout cas, de ma passion pressentie. Parce que c'est vrai que c'est un tel choc quand on sort, même des quelques stages que j'avais fait, et de voir qu'à ce niveau-là, il faut travailler presque autant. C'était une des maisons les plus dures de Paris. D'accord, c'était considéré comme plus dur même que de travailler chez Robuchon à l'époque. Quoique moi après quand on passait en chez Robuchon, je pense que c'était pas beaucoup plus dur. Mais c'est comme ça et on essaiera de résister. Il y a un truc qui est un petit peu marrant dans l'anecdote de ce restaurant, c'est que comme j'étais dans la cour, mon pote, parce que je faisais des trucs... mais genre dans la cour dehors, je faisais des sauts. Mais quand il faisait beau, j'allais dehors parce que comme ça, il y avait plus de place pour travailler. Je me mettais sur le machin. Bon, s'il pleuvait, je rentrais. Hein. Mais et je faisais des sauts de brunoise. Vous voyez ce que c'est, brunoise à la main. À la main. Des brunoises. Un grand saut comme ça, un autre saut comme ça. Épuisant. Et on apprend à tailler quand c'est comme ça. Et il y avait un petit chien, un petit labrador, qui avait été offert à José Lampreia par Marie Laforêt. Et donc c'était mon pote, le petit chien. Et je dis ça parce que... Ouais, les chiens, ils s'en foutent des brunoises en l'occurrence. Ils s'en foutent, mais bon, il était content de me voir. Mais je reverrai beaucoup plus tard, en revenant de Hong Kong, je crois que c'est peut-être 15 années après, je vais manger chez José Lampreia, qui maintenant est installé avenue Montaigne, dans ce beau théâtre magnifique, etc. Et je vais y manger tout seul. En me disant, voilà, je vais voir ce qu'il fait. J'étais parti déjà à Hong Kong, etc.
Et je m'assois à table et je vois sur l'espèce d'estrade comme ça, presque d'amphithéâtre, je vois un vieux labrador passer, qui était vraiment, en fin de vie. Et même quand j'en parle aujourd'hui, ça me donne encore la chair de poule. Et c'est la seule fois où j'ai eu la notion du temps qui passe. En voyant cette espèce de petit gars que j'avais connu comme ça et le revoyant passer. Et j'ai l'impression qu'il m'a regardé et il a dû dire, je te reconnais. Après, il faut s'accrocher un petit peu. On sait que de toute façon, on n'a pas trop on n'a pas trop le choix, et surtout que le système français fonctionne beaucoup un peu dans un système de chaises musicales. Et dès qu'on sort du circuit, après, c'est un petit peu plus compliqué d'y rentrer. Alors, je serai jamais vraiment complètement dans le circuit. José Amprea, ça va me mener à faire d'autres petites choses. Puis après, la chose un petit peu plus intéressante, ce sera Daniel Ballester, qui reste pour moi un très très grand cuisinier. Je l'ai plus jamais revu, Daniel. Je sais pas ce qu'il est devenu. Et qui me prendra un petit peu sous son aile, qui était un ancien du Camélia à Bougival, un très bon cuisinier qui avait eu une étoile et qui avait monté un restaurant, ça s'appelait La Grâce de Dieu au Vésiné, et qui était un des premiers à avoir fait un menu carte avec un seul prix, qui était un prix défiant toute concurrence, avec une espèce d'interprétation semi-gastronomique sur des cartes assez courtes, avec un prix, je crois que c'était 100 francs à l'époque, ou 150 francs, je sais pas, un truc comme ça, et qui venait presque tout Paris dans ce restaurant. C'est-à-dire que le restaurant était complet, midi et soir. Je crois qu'il y avait 150 places, un truc comme ça. Je veux pas dire trop de bêtises, peut-être que quelqu'un me corrigera quand je dis des choses qui sont juste de mémoire comme ça. Et on faisait le plein. À chaque service, je crois que le dimanche, il y avait 750 demandes de réservation pour remplir juste la salle. Et c'est vrai que ça reste un très très bon souvenir, puisque là, je vais vraiment m'aguerrir en tant qu'ouvrier, on va dire, au point qu'à un moment donné, j'étais chef de partie, je suis sous-chef acting, et la confiance d'un chef. Je me souviens quand je partirais de chez lui, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, il m'a offert une voiture, il m'a offert la voiture qu'il me prêtait à l'époque. Bon, alors c'était une 4L fourgonnette dans laquelle on mettait le poisson. C'est pas dingue non plus. Je veux dire, en tout cas pour emballer le machin à poisson derrière qui sent encore un peu la marée. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas... Mais le geste est quand même énorme. Quand on s'en va, en plus, c'est en général quand on s'en va, c'est toujours un petit peu problématique, etc. Cette reconnaissance comme ça, et puis là, c'est lui qui cherche à me placer à l'époque. Et d'ailleurs, je raterai peut-être ce que je dis souvent, parce que j'en parle quelquefois à Monsieur Passard. Je rate à cette époque-là peut-être ce qui est un des seuls regrets de ma vie professionnelle, c'est-à-dire que dans la même démarche que je fais quand je vais voir José Lampreia, je vais voir Alain Passard dans son restaurant, qui m'accueille gentiment. Je me souviens d'Alain Passard avec son grand tablier à la porte, etc. Je dis simplement, voilà, monsieur Passard, je travaille à la Grâce de Dieu au Vésiné, et ça fait des années que j'aimerais beaucoup venir travailler chez vous, donc si jamais vous avez une place un jour, ça m'intéresse. Il me dit, je prends ton nom, j'aime beaucoup la Grâce de Dieu, ça a des potes là-bas, ça peut être intéressant. Je me dis, peut-être ça va se faire, ça va pas se faire, etc. En attendant, Monsieur Ballester essaie de me placer au travers de Paco. À l'époque, Bernard Paco m'avait gentiment reçu, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de reconnaissance de la profession de Daniel Ballester. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il avait essayé de m'aider à me placer, ça m'avait fait gagner pas mal de portes. Et d'ailleurs, je me souviens que quelqu'un m'avait trouvé une place à l'époque je crois une place de sous-chef à la Maison Blanche. J'avais dit, non, je ne rentre pas à la Maison Blanche. Et bref, et donc ça s'est passé comme ça. Et le jour où finalement, pareil, parce que c'était sous la cooptation de Bernard Paco, qui me fait rentrer chez Duquesnoy. Il était très ami avec Duquesnoy, Vigato, c'est des noms peut-être dont les gens se souviennent ou pas. Monsieur Vigato était encore là, pas si longtemps. Et il me fait rentrer chez Duquesnoy, et je dis oui. Et une semaine après, en fait, quelqu'un de chez Passard m'appelle pour me dire, écoute, on a une place, est-ce que tu veux la prendre? J'ai pas pu dire oui, parce que je m'étais engagé.
Et ça reste le seul regret un peu de ma vie Ça fait 2 professionnelle. fois, hein, entre le truc de Chapelle potentiellement, Mais Chapelle là-bas, potentiellement, ça c'est moi qui dis non. Enfin, c'est moi qui fais la boulette. ouais. C'est une vraie Et là, boulette. c'est une histoire de timing. Et Passard, c'était vraiment une volonté de rentrer chez Passard et qui me passe à côté à une semaine près. Et puis je reste quand même dans cette espèce d'éthique professionnelle où quand on a dit oui, Ouais. on y va. On s'engage. Après, ce sera pas fou, mais mon travail chez Duquesnoy, je crois il venait d'arrêter de fumer. C'est pas facile quand quelqu'un arrête de fumer comme ça. Et comme j'étais le dernier, C'était pour j'ai vous. du mal j'ai du mal à m'intégrer dans le machin. Il y a un truc quand même, c'est que ça va vite. Moi, j'ai l'impression, et la reconnaissance des chefs, elle vous arrive, et le regard qu'on porte sur vous, assez jeune, il est pas commun. Quand on part chez un chef qui nous offre une bagnole, certes une 4L, ça dit quelque chose quand même. Quand Faut un reconnaître. chef, faut reconnaître, très pratique ceci dit. Mais quand on voilà, on essaie de coopter, d'appeler des collègues pour dire j'ai quelqu'un pour toi, c'est qu'il y a une forme de reconnaissance quand même. J'imagine qu'il faisait pas Oui. ça pour toute sa brigade. Alors, je dis oui, mais je vais être très honnête. C'est vrai que d'abord, je suis rentré plus tard que les autres, donc j'étais quand même plus mûr que certains jeunes qui rentrent beaucoup plus tôt en apprentissage, etc. Donc, finalement, je démarre commis avec 3-4 ans de différence avec des jeunes commis. Donc, fatalement, il faut quand même que cette maturité, elle serve à quelque chose. Ça crée du lien et de la considération. Et puis il y a aussi peut-être Je viens considérer, mais très honnêtement, j'ai vu dans ces années comme ça de formation et d'apprentissage, avant que les choses aillent un petit peu plus loin, avant que j'aille faire de l'enseignement, on va en parler rapidement, et que je parte à l'étranger, il y avait des gens qui étaient plus doués que moi en cuisine. J'ai vu des gens, mais qui avaient un talent extraordinaire, en tout cas, ou peut-être une expérience supérieure à la mienne, puisque moi j'arrivais, et puis j'avais 4 ans d'expérience, là où les mecs en avaient 10, 12, quelquefois au même niveau, et à presque au même âge. Donc, mais par contre, j'en ai vu beaucoup. J'ai dit toujours des chiffres qui n'existent pas. J'ai aucun statistique dessus. Mais je dirais que 95% de ces gens que j'ai rencontrés, qui étaient des gars prometteurs en cuisine parce qu'ils avaient des formations incroyables, ils étaient passés chez des grands chefs, etc., ont disparu de la scène et n'ont pas donné suite parce qu'à un moment donné, le feu s'éteint. Et il faut pas que cette passion, à un moment donné, s'éteigne et on est un petit peu happé. Ils restent toujours peut-être dans le domaine de la restauration, mais peut-être qu'ils vont faire du conseil, ils vont partir à droite, ils vont partir à gauche, ils vont se simplifier un petit peu cette existence qui peut être un petit peu trop exigeante et où des fois la reconnaissance vient pas en fonction de ce qu'on fait. Il faut aussi avoir un petit peu de chance en dehors du travail et j'aime pas parler de talent parce que le talent, je n'y crois pas. Le talent, c'est souvent beaucoup de travail et beaucoup d'immersion et beaucoup d'attention. Voilà, je sors pas forcément beaucoup plus du lot que ça à l'époque, mais c'est vrai que je suis quand même tenace dans ma volonté d'arriver un jour à m'exprimer rapidement dans un restaurant. Et d'ailleurs, c'est en sortant de chez Duquesnoy, qui est un peu prématuré, je n'ai jamais été sous-chef de cuisine. En tout cas, officiel, papier, ouais. Et paye d'un sous-chef voilà de ta cuisine, place. même si j'étais chez quelque part Daniel Baster acting. Mais en sortant de chez Duquesnoy, après avoir esquivé une casserole qui est passée pas loin de mon épaule. Non, mais on rigole de ces trucs-là, mais c'est fou quand même hein, quand on est. Enfin... Oui. Oui, bon, allez. ça arrive une casserole. Non, mais- Allez, allez, Bon. ça va. Bon, on va pas non plus, c'est pas non plus, c'était pas fou, c'était pas dramatique, mais c'est ça, heureusement que ça n'existe plus. Enfin, j'espère que ça existe, en tout cas, de moins en moins. Oui, de moins en moins. Plus conscient de certaines choses. C'était pas non plus super violent, et c'est trouvé qu'à un moment donné, voilà, quand j'exagère le truc, c'est pas le truc qui m'a visé avec une casserole, faut pas exagérer. Mais bon, bref, et j'ai senti que c'était pas la peine de continuer, et je prends ma première place de chef en me disant, bon, mais peu importe, moi, ce que je veux, finalement, c'est de faire ma carte aujourd'hui. Techniquement, j'en sais suffisamment pour me développer par moi-même, et je prendrai ma première place de chef dans un restaurant qui s'appelle la Table d'Harmonie. Alors, ça doit être en 1988, quelque chose comme ça, donc j'ai déjà 24 ans. C'est jeune quand même. Oui, mais Bah, vous avez pas oui. commencé la cuisine à 14 ans. Oui, mais vous êtes allé jusqu'au bac. Vous avez finalement démarré la cuisine Ouais. plus tardivement Donc, que. on a à peu près 3 ans, 4 ans de formation, quelque part, professionnelle, Ouais. d'accord, avant de prendre un poste. Bah, c'est rapide. Mais c'est un choix, c'est-à-dire que ou vous restez dans le circuit et vous aurez peut-être une place d'abord de sous-chef dans une très belle brigade, 2 étoiles, machin, truc, etc. Duquesnoy avait 2 étoiles à l'époque, d'accord, avant de prendre une place dans un restaurant potentiellement étoilé, et là, vous restez dans le circuit,
Ou vous faites ce que je fais, c'est-à-dire que vous sortez du circuit, vous prenez un petit restaurant, comme ça se fait d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, ça se faisait peut-être moins à l'époque. Vous prenez un petit restaurant et vous dites là, je vais commencer un petit peu à m'exprimer et à faire mes choses. Alors, ça donne une place de chef, mais surtout la possibilité de dire, Paul, tu peux faire ta carte, enfin, on va la valider ensemble, etc. Et ce sera la première carte que je fais. Alors, je regrette de ne pas avoir plus. J'ai quelques notes sur un cahier, mais je n'ai pas la carte physique. Ça m'a toujours un petit peu embêté. Et mais après, ce sera quand même assez difficile. Je suis tout seul, je suis avec un plongeur et de temps en temps, une semaine sur deux, je crois, un truc comme ça, il y a un apprenti qui passe par là. Bon. Ouais. Allez, viens là. Bon, alors, pour faire 60 couverts, ça existe, hein. Ouais. On trouve aussi aujourd'hui. Mais pareil, comment on apprend à se doser? C'est là que je dose pas forcément encore bien les choses. C'est un peu le même travers un peu que la colonie de vacances. J'ai quand même réfléchi au truc, hein. C'est des choses qui sont intégrées. Il y a pas, j'ai jamais aimé d'ailleurs les espèces de déco, les machins en plus, les satellites, tout ça, c'est pas ma cam. Mais c'est vrai que je me donne quand même du travail qui occupe mes journées au point, là, on était à 16 heures chez l'employeur, là, je fais autant que ce que je peux faire jusqu'à ce que je tombe d'épuisement. Je me souviens, je savais plus à la fin de la journée si je pleurais ou si je suais. C'était un peu des deux. Voilà, il y a un peu ce truc-là, voilà. Et puis, à un moment donné, je vais arrêter parce que en rentrant à mon lit, j'étais tellement fatigué que je m'étais cassé la gueule. Ça avait failli me coûter cher. Et j'ai dit, allez, voilà. Tu as la limite physique de ce que tu peux faire. Tu vas prendre un peu de recul. Et c'est en m'arrêtant à ce moment-là que je vais réfléchir. Je m'arrête un petit peu pendant quelques temps et j'enchaînerai après avec quelques années au CEPROC, qui est l'école nationale de la charcuterie traiteur à l'époque, qui intègre après l'école de la pâtisserie du Saint-Jean, si je ne dis pas de bêtises, et qui faisait une formation comme ça qui était intéressante avec des chefs de cuisine. Et je vais devenir professeur pendant 3 ans, enfin professeur, je ne sais pas si on peut dire vraiment, c'était le titre, mais professeur, puisque je vais m'occuper en fait avec un vieux monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Massard, qui est décédé depuis, qui était mon ami dans cette école-là, et on va s'occuper de préparer des stages professionnels destinés spécifiquement aux traiteurs, c'est-à-dire de base en général obédience charcutier, qui veulent devenir traiteurs, et donc qui veulent apprendre certaines bases de cuisine qui pourraient correspondre à ce qu'ils veulent offrir, ou en boutique, ou en traiteur de réception, etc. Donc vachement intéressant, parce que ces 3 années vont me donner la chance finalement d'engranger une technique que je n'aurais jamais pu engranger en faisant même 10 ans de cuisine, peut-être chez différents noms. Quelle est la technique particulière que vous découvrez parce que là, j'ai la chance. C'est le volume, c'est la question du volume, c'est quoi? Non, mais j'ai la chance d'abord de travailler. Quand on veut faire des démonstrations pour des professionnels, par exemple, je connais pas du tout la cuisine sous vide à l'époque. Dans les intervenants qu'on va voir, il y a les grands patrons de la cuisine, même si ça peut se discuter. Il y a Monsieur Pralu, etc. Donc, j'ai le temps d'apprendre pour délivrer. Il faut et ça, c'est exceptionnel. On n'a pas pas le temps dans une opération de faire ça. Donc, ces années restent exceptionnelles par rapport à ce que moi, je vais pouvoir engranger en termes de technique pure avant de pouvoir partir après ailleurs et refaire mes armes quand je pars à l'étranger. Et ça reste des années uniques parce que quand on fait nos démos, il y a beaucoup de gens qui viennent, c'est beaucoup des meilleurs ouvriers de France et qui viennent. Il y a un mec comme Guy Krenzer qui est à la tête de Le Nôtre aujourd'hui, qui venait souvent, qui est un ancien, je sais pas que je me trompe pas, mais en tout cas qui est meilleur ouvrier de France de cuisine, meilleur ouvrier de France de charcuterie. Je crois que s'il avait fait meilleur ouvrier de France de pâtisserie, on lui aurait donné. Je sais pas si on l'aurait pas interdit de le faire parce que le mec était dans tous les sens. Et même Robuchon était intervenu dans les trucs du CEPROC. Donc, on rencontre beaucoup de gens. J'ai le temps d'apprendre, de mettre mes choses en place. On fait des stages, on les fait des fois au CEPROC, on les fait des fois en province, etc., etc. Et ces années-là sont, voilà, c'est de la chance parce que ces années-là, elles arrivent au bon moment. Il y a un petit break. Elles arrivent au bon moment, dans une espèce de doute par rapport à la production de cuisine quand c'est trop difficile tout seul. Et c'est après d'ailleurs ces années-là. D'ailleurs, dans ces années-là, j'aurais pu y rester parce que ma passion a toujours été, on va dire, la recherche. Attention, c'est pas la bombe atomique, hein. Mais la recherche et le développement. Mais je sors de là avec un bagage technique qui est incomparable par rapport à ce que j'ai avant d'y rentrer et qui va beaucoup me servir par la suite. On va revenir à ce moment où vous revenez dans le game, à l'étranger donc, mais juste une question sur l'étape qui précède et sur ce restaurant où vous vous êtes retrouvé à la place de chef un peu seul. Vous avez envie depuis le début de vous exprimer, de raconter votre cuisine, vous le sentez, vous l'avez en vous depuis le tout début.
Qu'est-ce qui se passe quand justement on vous donne les clés? Elle ressemble à quoi votre cuisine? Vous avez envie de dire quoi? Parce que c'est le premier moment, c'est Ouais. votre moment, ça y est, vous y êtes. Elle ressemble à celle des autres. Parce que comme beaucoup de jeunes chefs qui pensent à un moment donné faire un petit peu de la création, on va dire que c'est une forme de créativité avec l'insertion quelque part d'une petite touche personnelle. Ça n'est pas du Ouais. tout la même chose que de créer quelque chose qui est beaucoup plus groundbreaking, quoi, qu'on peut faire un petit peu par la suite quand on met au point une technique, une texture ou machin. C'est pas du tout la même chose que ce que je fais à l'époque. Ouais. Donc je me souviens, je faisais un parmentier qui était très inspiré du parmentier que j'avais appris à faire chez José Lampreia. C'était dans des moules comme ça Tefal, puis on les foutait dans des grands fours, ça sortait, c'était magnifique. Des espèces de petits gâteaux de pommes de terre comme ça. Mais je crois que lui faisait un parmentier je vais dire n'importe quoi, de canard, et moi je faisais un parmentier de joues de bœuf qui était assaisonné différemment. Et donc c'est pas vraiment de la création. Mmh. Je faisais une crème brûlée, alors il voulait absolument que je fasse une crème brûlée normale, le gars, et je lui dis: «Ah non, je fais pas les choses normales». Et donc je faisais une crème brûlée aux noisettes qui était très bonne. Mais Ouais. je comprends aujourd'hui le truc où le mec il me dit: «Attends, Paul, les mecs, Pourquoi tu nous ouais. les clients, ils préfèrent une crème brûlée normale». D'ailleurs, j'ai fait, des articles sur la crème brûlée. Pour le coup, l'abâtardissement de la crème brûlée fait qu'elle a été déclinée dans toutes ses formes, alors que la plus belle version de la crème brûlée, c'est la version originale. Donc et là je l'accepte pas par souci de différence, mais finalement Ouais. c'est pas différent. C'est énorme. Je vais en garder 2 choses quand même de recettes que je fais à l'époque, et je vais les garder pendant quelques temps. Celles-là, elles sont un peu plus personnelles, en tout cas au moment où je les fais. Je fais une mangue, un dessert avec une mangue à base un sirop de dill, comment on dit? D'aneth, Mmh. d'accord? Et de la réglisse. À l'époque, je prends du zan comme ça que je mets dessus, et je crois qu'il y a une petite glace avec, je sais plus, un truc un petit peu vif, et je vais m'en servir, et j'ai toujours une version. J'ai toujours une version de ce plat pendant des années, Qui vous a suivi? qui m'a suivi parce que c'est basé sur le goût un petit peu comme ça, anisé de la mangue, et cetera, que je vais intensifier quand je suis en Australie, parce que c'est vraiment des mangues qui sont très, très proches de ça. Et je l'ai aujourd'hui encore, je l'ai à Mr. Mrs. Bun dans des versions un petit peu différentes. Il y a des versions comme ça qui se sont, changées au fil des années. Mais je l'ai même dans une séquence d'ultraviolet, qui est une séquence qui s'appelle Master Guest. Alors c'est avant que je fasse Top Chef, parce qu'aujourd'hui, je sais pas si Top Chef serait très content. C'est inspiré de Master Chef. J'ai l'espèce de feu qui arrive, et cetera. Et on fait faire en fin de repas, dans un moment un peu de détente et un peu marrant de ultraviolet, qui est aussi comme ça entre des choses très sérieuses, des choses un petit peu plus marrantes. On leur amène une espèce de boîte mystère, et dedans, ils vont devoir recréer Ah oui, la fameuse, mangue Annette qui est et toujours là. licorice, voilà, qui est toujours là. Et donc ça, c'est les plats dont je me souviens. Il y avait un plat dont je me souviens qui était peut-être le truc le plus osé que je faisais à l'époque, c'était un saumon unilatéral. Alors, c'est pas moi qui ai inventé le saumon unilatéral, ça se faisait ailleurs. Mais c'est vrai que je le faisais comme ça, très caramélisé, avec une coupe un petit peu spéciale. Et je le servais avec une espèce de crème fouettée assez vive. Il fallait mettre le citron dernier moment, sinon il se partrait comme ça, juste posé en chantilly comme ça sur de l'oseille. Donc c'était un croisement entre un saumon à l'oseille, Ouais. machin, etc. Un truc un petit peu décomposé. C'était peut-être la chose la plus créative que j'avais. Je me souviens, je m'étais fait insulter par un Américain qui m'avait dit: «Mais ça, c'est pas de la cuisine, ça». Alors que c'est très bon, et que je l'ai gardé pendant des années, et que ça reste un très joli plat. Voilà, mais bon, comme quoi des fois c'est une question de lieu, d'attente dans ce type de restaurant. On Bien voulait sûr. manger un steak frites plutôt qu'autre chose. Mmh. Et vous avez envie de chercher déjà un peu de quoi vous différencier. Alors steak frites, on le fait en bas, puis c'est voilà, la récession arrive plus tard. On avance le fil, on va à l'étranger. Vous partez, vous décidez de partir à l'étranger. Vous allez dans quelle destination et comment ça va s'inscrire? Quelles vont être les étapes qui vont vous marquer après ce temps un peu suspendu où vous avez appris, emmagasiner et puis enseigner aussi? Avec plusieurs décisions qui font que je pars à l'étranger, notamment le fait que le projet avec le CEPROC ne se fait pas. Et ça s'est fait comme ça sur relation. C'est-à-dire que j'avais un ami à moi qui était à Hong Kong. Il y avait une place de chef qui se libérait en face de chez lui. Et il se trouve que ces gens-là ont accepté de me prendre sur un dossier qui n'était pas forcément évident d'ailleurs à sélectionner. C'est pas forcément évident de lire au travers de ce que j'avais fait que j'étais le meilleur chef cuisinier possible pour ce qui était le restaurant de France, qui était quand même un très beau restaurant, même si ses méridiens étaient en train de changer de main et passera aux mains d'un groupe qui s'appelle Régal, qui est un groupe chinois par la suite. Mais c'était dans le méridien de Hong Kong. Donc là, c'est Et une place de chef. c'est une place de chef, et c'est Paul Bocuse qui avait ouvert le restaurant de France. Ça faisait partie des quelques restaurants qu'il avait ouverts à l'étranger. Il y a eu plusieurs restaurants de France comme ça. Donc c'est une
c'est une belle coque. C'était beau, c'était enfin l'archétype du fine dining, du restaurant gastronomique Ouais. tel qu'on le voit un peu à l'époque, mais en bois avec des belles choses, une belle cuisine et une brigade de cuisine, en plus une belle brigade de cuisine avec, des gars qui sont des Hongkongais, mais qui ont été entraînés par plusieurs chefs français qui se sont succédés et donc moi je prends la succession du précédent, j'ai plus son nom en tête et je m'installe là-dedans et ce sera donc, pour le coup, la première fois que je peux m'exprimer, donc j'essaierai encore peut-être de devenir un peu plus personnel. Je deviendrai plus personnel là, mais il faudra encore quelques années pour devenir, vraiment, plus marquant en termes de création. Donc j'accepte de partir à l'étranger et c'est vrai que ça va beaucoup définir ma vision de la cuisine. Je suis pas un voyageur Ben, par c'est ça que nature. j'allais vous poser comme Non, question. pas du tout. Comment vous prenez cette arrivée à Hong Kong? Qu'est-ce que vous vous dites? C'est un autre monde, c'est une autre culture, c'est Bon, loin de. donc déjà à l'époque, je pense qu'il fallait que j'avais envie de partir de France. Il y avait une histoire un petit peu personnelle qui fait que je me suis dit: «Bah, écoute, Ouais. on y va». Je réémerge d'une période un peu comme ça où j'étais parti un peu en toupie et je me dis: «Bah, écoute, on y va. Tant pis, l'aventure, c'est l'aventure». Alors que je suis pas un aventurier à la base. Enfin, tout le monde m'a dit après, le Globetrotters, machin. Bon, non, c'est accidentel, Ouais. cette histoire. Et j'avais pas beaucoup voyagé en plus. Donc après, je voyagerai un petit peu plus et après, je découvrirai l'intérêt du voyage dans ma profession, et la curiosité qu'on peut avoir sur les autres cuisines et puis ce qu'on apprend par rapport à ce qu'on croyait. Mais à l'époque, je suis pas très sûr de tout ça et je me souviens arriver à Hong Kong et de m'installer comme ça sur les rives de Kowloon et de voir en face Hong Kong, la ville telle qu'on la connaît avec ses buildings extraordinaires. On dit c'est une espèce de New York concentré avec toutes ces lumières et cetera. Pendant 2 mois, j'avais pas l'impression que j'étais, dans la réalité. J'ai l'impression d'être dans un rêve, un truc que je me dis: «Tu vas te réveiller». Et voilà, donc ça, c'est les années Hong Kong et ce qui va être intéressant, c'est justement d'apprendre d'abord qu'on nous aurait potentiellement menti parce que la cuisine chinoise n'est pas du tout celle que j'avais goûtée en France, elle n'a rien à voir. Donc voilà, donc je vais apprendre déjà la vérité, d'une autre, culture et une très belle culture pour le coup, qui est la culture chinoise et cantonaise avec des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui vous marque dans cette culture-là? C'est des techniques, c'est des saveurs, c'est qu'est-ce qui Ouais, fait c'est que. il faudrait décrire presque tout le repas. Mais, je vais donner un exemple de ce qu'on va servir ce soir, qui est un de mes plats que j'ai remis à la carte 100 en 98 pour la première fois au Café Mosaïque quand j'étais à Paris. Mais, c'est la traduction de ces crevettes. Elles sont arrosées vivantes avec, un alcool, donc elles vont se noyer. Elles vont aspirer ce truc, on dit drunken shrimp. D'accord? Donc, des fois, c'est de l'alcoolerie et cetera. Puis c'est souvent aussi du cognac, parce que les Chinois sont très friands de cognac et donc arrosé avec, recouvert comme ça, puis on les voit sauter ting 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 dans le bol et puis je me souviens que, il prend dans une espèce de difficile à décrire, une espèce d'aquarium, un bathyscaphe avec, une entrée comme ça, une entrée de l'autre côté et il prend, les crevettes, il prend un petit peu de bouillon, je crois qu'il le met dans son bol. Il prend les crevettes, il les jette dedans. Le temps que les crevettes, elles descendent dans le truc, il les récupère presque de l'autre côté instantanément et il vous les sert. La vérité de la crevette. Et là, je me dis: «Mais non seulement on nous aurait menti parce que je découvre la grande cuisine cantonaise chinoise avec des trucs exceptionnels et en plus je me dis, en France, ça fait quand même des années qu'on nous sert des crevettes, c'est pas du tout ça». On en voit aujourd'hui des choses qui sont nacrées, c'est devenu presque commun dans la cuisine contemporaine, mais si on regarde dans les années, 90, non, on a que des crevettes bouquées, à part peut-être les marins qui le font comme il faut, donc cuits dans de l'eau de mer ou des choses comme ça. On a que des crevettes archi cuites. Ouais, Voilà, ça tout est en n'existe pas surcuisson, cette ouais, ouais. vérité de la Mmh. cuisine avec une crevette qui, rigor mortis 0, elle est vivante, elle est trempée, elle sort, elle est nacrée. Pouh, c'est une claque monumentale. Ouais, le rapport au vivant est pas du tout le même aussi par rapport aux produits. Là, Absolument. à l'époque, on mange des produits qui paraissent morts depuis très longtemps en France. Enfin, je veux dire, c'est un Bien sûr, truc. après la cuisine chinoise, c'est vraiment dans justement ce truc où, enfin, de toute façon, il y a les 2 où on peut faire, maturer, Mmh. où on fait tout de suite, si vous manger une grenouille qui vient d'être tuée, c'est, je dis ça, c'est pas terrible comme, machin, surtout quand on voit la grenouille, si on a eu une rainette quand on était petit, c'est malheureux. Mais, c'est Pensez vrai pour que les rainettes. c'est extraordinaire de tendreté, c'est incroyable Ouais. et même avec un petit peu de maturation, on n'a pas du tout la même chose. Donc il y a ces choses que je découvre, la cuisine cantonaise avec ces espèces de poissons comme ça, arrosés d'huile brûlante, qui fait ressortir un petit peu les aromates. La cuisson au wok que je découvre, mais rien à voir avec des wok 400 000 BTU, des choses qui sont 10 fois plus puissantes que nos petits brûleurs, même professionnels, là. Ouais. Tac, 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 tac. Non, ça n'a rien à voir. Même à la maison, et même aujourd'hui, quand je suis à Shanghai, les brûleurs chinois sont
plus Beaucoup plus puissant puissant. que nos brûleurs professionnels. Bon, alors, imaginez dans ces machines de wok, c'est très difficile à manier un wokage. Ouais. Pas parce que j'ai vécu quelques années en Chine que je sais manier le wok. J'y vais pas tous les jours et c'est vraiment une technique qui est très particulière, qui s'apprend et qui est complexe et qui est dans l'espèce de cuisson foudroyante comme ça. Ça c'est assez marquant. Et c'est vrai que ça va m'ouvrir les yeux sur plein de choses, m'ouvrir les yeux sur le principe de la création aussi. Je me souviens que il y avait une cuisinière thaïlandaise à l'époque qui me sert comme ça, cette espèce, j'ai plus le nom en tête, de ces desserts thaïlandais où on a des billes de tapioca, des espèces de petits spaghettis, des machins, des cubes de agar qui sont dedans avec différents parfums, une glace pilée qui vient dessus, un sirop de sucre de palme. C'est du gagnère, quoi. Mais alors c'est marrant parce que on repense à la carotte de vos débuts. Vous avez quand même une appétence pour, j'allais pas dire des trucs de geek, mais quand même ce truc où vous aimez voir comment il y a des procédés, comment les choses sont faites. Voilà, c'est Ça vous excite, pas ce tellement truc. ça, c'est que justement, là, ce que j'essaie de dire quand je dis ça, absolument que je sois un geek, ça se passe. Non, je Mais- sais pas, mais il y a non. ces trucs de textures différentes Non, et tout. mais non, mais ce truc qu'elle me fait, C'est ce qui technique. c'est un dessert de rue. Ah. C'est-à-dire que c'est pas une création d'un chef et je compare ça, moi, pour moi, c'est aussi puissant qu'un des plus grands plats de Pierre Gagnère, à l'époque où Pierre Gagnère représente l'avant-garde absolue de la cuisine, alors que c'est un plat de rue. C'est des choses qu'on mange dans la rue. C'est Ouais. un peu Fait à simplement. Taïwan. Mais parce que c'est leur culture, on ne la connaît pas. Et c'est là que je me dis que finalement, la création, c'est pas non plus de l'import de l'idée de l'autre. Parce qu'on pourrait très bien importer ça en France. D'ailleurs, ça, même aujourd'hui. On pourrait même l'importer dans un restaurant et faire penser qu'on est extrêmement créatif. Hmm. Alors que c'est pas vrai. Ouais, cette culture existe C'est des d'ailleurs très cultures simplement. différentes et elles sont foudroyantes par rapport à notre perception de la cuisine, du dessert, etc. C'est ça. Donc je suis pas impressionné par le côté. C'est pas le geek qui m'a impressionné là, c'est le fait que justement ce truc pourrait ressembler à un dessert d'El Bulli, Ouais. mais c'est un dessert de rue thaïlandais. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est là qu'on découvre que il y a des ailleurs, il y a des choses puissantes, il y a de la nourriture partout. Tout le monde aime sa culture culinaire et qu'il faut peut-être être quelquefois un peu moins franco-français, même si la cuisine française est très très belle, fait partie définitivement des plus grandes cuisines du monde. Mais il faut quand même être un peu un bémol là-dedans et arrêter d'être ethnocentré. Ouais. Pas se fermer en tout cas, et c'est la vertu du voyage. Vous allez continuer à voyager par la suite, vous allez continuer Ouais. à vous nourrir Ouais. de ces inspirations et C'est de ces... voilà, c'est vrai que c'est la vertu du voyage Ouais. que dont tout le monde vous parle, mais c'est une réalité. Ouais. Et puis On prend le truc, on le voit, on le découvre. Ouais. la curiosité devient le moteur et doit rester le moteur qui doit nourrir cette espèce de passion, parce que sinon c'est vrai que il y a toujours des étapes qui sont difficiles dans la vie d'un cuisinier. Moi, quelquefois, je vais quand même fermer 4 restaurants avant d'y arriver. Donc c'est vrai que c'est pas si simple que ça et qu'il faut aller un peu il suffit pas de dire tu en as rêvé, si tu vas au bout de tes rêves, ça va se faire. Non, ouais, ça fait pas se faire. C'est pas toujours si simple que ça. Il faut que les étoiles s'alignent et à un moment donné que les choses se passent bien pour pouvoir effectivement à un moment donné réaliser son rêve. Moi, j'ai la chance d'avoir réalisé mon rêve en ouvrant Ultraviolet, mais ça aurait pu ne pas se faire aussi. Et je vais partir en Australie et c'est vrai que l'Australie reste... C'est peut-être l'endroit où ma cuisine se développe comme étant vraiment ma cuisine identitaire. Voilà. D'abord, il y a des produits qui sont magnifiques, il y a des cultures qui sont très différentes. J'ai commencé à avoir un petit peu de maturité, j'ai quelques années en tant que chef de cuisine déjà, et je pousse un peu le curseur. Je dis, ça c'est de plus en plus moi, ça c'est de plus en plus moi, ça c'est de plus en plus moi, ça n'existe nulle part ailleurs. Et donc c'est à partir de ce moment-là, au niveau d'un restaurant gastronomique. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, vous avez mangé à Nonos, il n'y a pas de création. À Nonos, c'est le contraire de la création. Quand j'ai un Pollux, un Mr. Mrs. Bun, c'est pareil, c'est le contraire de la création. Création, on la limite dans peut-être à Ultraviolet aujourd'hui, puis c'est la seule chose finalement dans laquelle je crée vraiment. Le reste, c'est, oui, on s'amuse, ou des fois on fait un exercice de style, on essaie de faire quelque chose, un baba au rhum, on essaie de faire le plus classique possible. Mais c'est pas du tout la même chose.
Et là, dans ce restaurant-là, à Sydney, j'ai commencé à signer des choses qui deviendront notamment le bocal de crevettes quelques années plus tard que je mettrai à la carte en France. Des choses comme, je sais pas, il y avait un tartare d'autruche avec une espèce de... Ça sent pas très bon quand je le dis comme ça, mais c'était très très bon. Il y a des petits cubes de bleu dedans. Je sais plus ce qu'il y avait, avec des huîtres, machin. C'était un petit... Ça poussait un peu les curseurs. Et dans les associations de goût, mais finalement, ça n'a jamais été ma came de ne baser la création que sur des associations de goûts inconnues, Ouais. inexistantes et ésotériques. Parce que finalement, je vais pas dire que c'est facile, mais presque. Même Mais si disons c'est qu'il y a un de, effet surprenant à associer 2 choses et parfois voilà, ça voilà, suscite un waouh et bon, OK, voilà. on a juste fait cohabiter 2 choses inattendues. C'est ça. Et que finalement, la vraie création suppose aussi d'autres éléments, à mon avis. Et Il faut alors, du faire coup, vous allez rentrer sur d'autres quelle éléments. ligne, justement? Votre création, elle s'incruste dans quoi? Doucement, ça va se faire là-dedans. C'est-à-dire que quand pour la première fois, je fais cuire les crevettes comme ça dans une espèce de conserve vapeur avec une espèce de dépressurisation du bocal qu'on met dans le verre, ça, c'est une création. Et c'est une de mes créations de l'époque. Quand je vais faire même le rib teriyaki, pareil, que je sers ce soir, et même si au début c'était une entrecôte, etc., et qu'on prend la technique pour finalement éviter de passer par toutes les étapes du laquage qui sont très compliquées, que je prends l'équivalent de ce qui est un caramel à partir du moment où il y a une sucrosité dans une sauce que j'ai réduit au thermomètre, ça se fait pas du tout. Ça se fait d'ailleurs très peu encore aujourd'hui. Mmh. Et pourtant, ça, je le fais à l'époque. Donc ça, c'est de la création parce qu'après, il y a plus qu'à brosser. Et en fait, on se retrouve avec un niveau de laquage qui est l'équivalent d'un laquage et qui a demander plusieurs couches de travail avec une sauce qu'on réduit, qu'on met spécialement, enfin, un carnage. Il y a ça, il y a la traduction après, ça c'est plus dans le mosaïque, mais ça démarre à ce moment-là de cette espèce de cuisson, un petit peu que je vais appeler cuisson sinusoïdale, qui correspond en fait à cette cuisson quand on a, si vous avez déjà mangé notamment à Singapour, alors que ça vient de l'île de Hainan, mais le Hainan chicken, c'est-à-dire le chicken rice, le poulet au riz, Mmh. qu'on a comme ça avec cette cuisson extrêmement soyeuse de la volaille. Alors il y a plusieurs techniques. La cuisine, la technique la plus complexe, c'est celle où on va plonger la volaille dans le bouillon, l'enlever, la replonger dans le bouillon 5 fois, tac tac tac, et comme ça une espèce d'effet Ouais. un petit peu sinusoïdal qui fait qu'à un moment donné les chairs sont super soyeuses. Il faut quand même maîtriser tout le truc. Alors des fois on met dans ce bouillon, on le laisse de côté. Et ça s'est traduit par une technique que je fais à l'époque, qui est de mesurer une quantité juste d'eau, d'emballer les coffres comme ça, à peine assaisonnés, puisque je veux vraiment travailler que la texture. C'est la recette la plus simple du monde, celle-là. Et je le fais sur une pintade parce que la pintade est une chair très très sèche. Vous prenez un coffre de pintade, à peu près 700 grammes, comme ça, Mmh. quand vous l'avez coupé, d'accord, faut les garder bien, les deux filets attachés au coffre de pintade. Les cuisses, on en fait autre chose, c'est pas le sujet. Et on vient juste les assaisonner, on les entoure comme ça de papier film, on les serre bien pour leur donner une forme nette et puis les rendre un petit peu imperméables. Et on vient verser dessus 2,5 fois le poids du coffre, c'est-à-dire 2,5 fois 7. Je vous laisse calculer. Et à ébullition. Donc le seul repère qu'on a, c'est les 100 degrés et on verse dessus et on le laisse comme ça pendant 3 heures à l'extérieur, le temps que la température de l'eau descende, la température de la volaille monte. D'accord, elles vont se rencontrer à ce point de perfection qui se situe autour de 60, 62 degrés, quelque chose comme ça. Et après, vous les laissez au froid, elles vont se gélifier et vous avez l'équivalent d'un Hainan chicken avec une technique qui est une nouvelle technique, puisque c'est moi qui l'ai fait à l'époque et qu'elle n'existe pas. Après, il y a eu plusieurs choses comme ça. Et après, la définition de ce qu'on fera à ultraviolet, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose à ultraviolet, il y a un point, soit une technique, soit conceptuelle, soit une texture, l'association de goût, encore une fois, je les compte pas, qui est un point de nouveauté réelle. Sinon, on ne considère pas que c'est de l'innovation. Ouais. Voilà. Ouais, mais on Ça se vient parle plus beaucoup de tard. procédés, hein, il faut quand même Mais beau non, mais c'est tout l'intérêt de la recherche, c'est tout l'intérêt de se c'est une vraie tromper, c'est tout réflexion, ouais. l'intérêt de se tromper sciemment ou de se tromper par hasard mais d'observer. Et c'est passionnant, ça. Franchement, ça continue à être la chose qui me passionne le plus en cuisine. En fait, ça n'a pas de fin. Ouais. Dans la Ouais, ouais. façon dont Ouais, on là, c'est pourrait la recherche. appréhender. Et des fois, on est content, on se dit, mais est-ce que je suis content parce que c'est ce que j'ai fait de mieux ou est-ce que je peux faire mieux? Mmh. Et donc, des fois, je continue la recherche, et des fois, vainement. C'est-à-dire que dans Alors que vous y l'exemple. étiez. Alors, le pire, c'est quand j'y suis au tout début. Et ça énerve tout le monde. C'est-à-dire, je me souviens d'un plat qui est une espèce de
cuttlefish noodle, on l'a appelé cuttleflesh. Ça sonne en anglais parce que tous mes trucs sont en anglais maintenant. Mais c'est une chair comme ça, on va imaginer comme une espèce de quenelle comme ça. Et en fait, on le tire, ça fait une espèce de grosse nouille comme ça de cuttlefish, c'est la sèche, d'accord? Et en fait, on les poche à très, très basse température, on les arrête, faut pas les faire souffler, mais après quand on les met comme ça dans une cuisson un peu comme une cuisson à la Rio, vous savez que vous les mettez dans de l'huile d'olive très chaude, vous fermez le couvercle, ça souffle un petit peu dedans, vous jetez l'ail dedans, etc. Je fais ce plat, le premier que je fais est très proche de cette définition. Je vais faire 250 tests, 6 mois d'essai, d'accord, pour revenir au premier. Là, ça énerve tout le monde. Fatigue. Vous non. Mais non, pas du tout. Moi, j'adore. Et dans le cheminement, on a quand même découvert tout un tas de choses. Finalement, on en a fait en tofu, on a fait ceci, on avait tout un tas de textures, des choses qui vont peut-être servir d'autres projets, qui servent à d'autres choses et qui nourrissent le reste. Et puis l'échec est presque plus intéressant que l'aboutissement. Donc c'est voilà. Il y a un goût de recherche. Oui, mais c'est ce qui est intéressant finalement. L'Australie pose ses bases là. Petit à petit, vous créez une petite singularité. Ouais. Vous allez continuer à voyager, vous allez revenir en Asie. Je vais revenir en France. Il y a peut-être 2 petits épisodes entre les deux, mais je vais revenir en France. Après l'Australie, je vais faire un petit passage en Indonésie, puisque c'est là que je rencontrerai Alda, qui est la mère de mon enfant. Je suis séparé d'Alda aujourd'hui, mais c'est à ce moment-là que je la rencontre. Et elle me suivra dans mes bagages au moment où je rentre à Paris, dans peut-être le premier restaurant marquant que j'ai ouvert finalement, dans lequel je sortirai mes premières presses. Et ce sera le Café Mosaïque. Voilà, qui était le Café Mosaïque, qui était à côté du Phuket et en dessous de ce qu'on appelle le Relais Carré d'Or à l'époque, avant que ce soit qu'on appelle le groupe Barrière qui reprenne le truc et qui m'oblige, ça fera partie de ces restaurants fermés. Celui de Sydney, fermé, racheté par un restaurateur. Hop, terminé. Café Mosaïque, racheté par Barrière. Hop, terminé. J'aurai Istanbul. Terminé. Et ça en fait 3. Hein. Et après, il faudra attendre le Shanghai pour que finalement les choses ne s'arrêtent pas. J'ouvre juste avant le Spoon d'Alain Ducasse. C'est là que je connaîtrai Monsieur Ducasse. C'est vrai que le Mosaïque m'a donné toute c'est là où vous vous déployez un peu, non? C'est là que c'est la première fois que je sors des articles. On a sorti avec le Mosaïque à l'époque le plus d'articles de presse juste derrière le Spoon de Ducasse ou un truc comme ça. Et c'était beaucoup à l'époque parce que j'étais quasiment pas connu du tout. Et on se fait un peu connaître, en tout cas à ce moment-là. On rencontre la presse, etc. On n'aura pas d'étoile parce que c'est vrai je pense que beaucoup de gens pensaient qu'on aurait mérité d'avoir une étoile. Et c'est un très bon moment. C'est là que je connaîtrai beaucoup de gens qui m'ont aidé par la suite, et notamment Monsieur Ducasse qui m'a aidé à plusieurs reprises. C'est quoi la rencontre avec Alain Ducasse en l'occurrence? C'est juste sur un repas. C'est juste sur un repas, et puis au travers aussi de Frédéric Hermé, qui était à l'époque l'épouse de Pierre Hermé, et qui m'a fait tout mon marketing. Alors j'adore, elle est complètement dingue, Frédéric, je le dis. Elle est conceptuelle, hein. Pour le coup, elle sait emballer les choses et faire des concepts. Mais c'est une espèce de Feg. Aujourd'hui, tout le monde dit Feg. Parce que elle prend beaucoup à droite à gauche. Une fois, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit tout coco mais fili, parce qu'elle me trahit en faisant une recette qui est une de mes recettes à la télévision. J'ai failli le trembler. Bon. Frédéric, c'était mon donc voilà. Et c'est intéressant parce que le Mosaïque, c'est vraiment là où je pose les bases de ce que j'aime, de ce que je sais faire. Il y a quelques recettes de l'époque qui vont me suivre pendant très longtemps et qui ont été pendant longtemps, au début, considérées comme dans ce que je faisais en termes de cuisine personnelle, qui après sont passées dans mes brasseries parce que on en a vendu beaucoup, elles sont popularisées. Il y a eu pas mal de choses qui ont été copiées de ce que je faisais de l'époque, qui irradiaient un petit peu partout. On avait des nems au chocolat partout dans Paris. Et là, il y a quoi? On sent que c'est une cuisine qui est influencée justement par vos voyages aussi également. Il y a quand même. Là, c'est vraiment une cuisine, ce qu'on peut dire fusion, même si le terme est tellement abattardi. Aujourd'hui, plus personne ne veut plus utiliser ce terme. Mais parce qu'on n'aime pas les étiquettes, mais j'ai toujours dit que finalement la fusion, c'était quand même la moelle épinière de la véritable cuisine. C'est si on regarde toutes les influences qu'on a eues, italiennes, c'est du métissage, etc. C'est du métissage permanent. Et après, on s'approprie des choses qui deviennent franco-françaises, etc. Ça restait quelque chose de très intéressant dans la façon dont on peut croiser certaines choses, certaines cultures
quelque chose qui est beaucoup utilisé, même quand on n'emploie pas le terme aujourd'hui, et que c'est de la force, quelquefois, de la cuisine, de la création, on va dire, d'imports, ce que je disais un petit peu tout à l'heure. On ne peut pas s'empêcher en France, si vous regardez toutes les cartes, d'ailleurs, des restaurants, un petit peu étoilés, d'avoir cette espèce de croisement, Mmh. japonais, Ouais. machin, et la poudre de saté, le ceci et Mmh. cela, et on pense qu'on fait pas de création à partir du moment où on mixe pas des choses qui sont étrangères. Je dis, ça pourrait se passer autrement. Alain Ducasse, en l'occurrence, vous en parlez, et vous parlez d'un repas. Ouais, Hem, mais je n'ai com jamais travaillé chez Alain Ducasse. mais alors Parce que pourquoi j'ai plein d'articles qui disent Paul Perret a travaillé chez Alain Ducasse, mais non, j'aime beaucoup Alain Ducasse, je considère que c'est le patron, et je suis en relation toujours avec Monsieur Ducasse pour plein de choses, mais je n'ai jamais travaillé pour Monsieur Ducasse. mais pourquoi On a vous failli travailler ensemble mais d'ailleurs. pourquoi vous le citez lui? C'est il représente quelque chose à ce moment-là pour vous? Ben, à cette époque-là, ça reste le plus grand cuisinier français. C'est un peu le truc avec l'école robuchonienne d'un côté, l'école ducassienne de l'autre, et puis Ducasse, c'est presque la relève à ce moment-là. C'est marrant parce que je connais très très peu de monde à cette époque-là, mais je connais pratiquement les deux plus grands. C'est-à-dire que Ducasse et Pierre Hermé, qui vont m'aider tous les deux, qui Pierre Hermé représente le cornerstone de la pâtisserie à ce moment-là, c'est clair. Et Monsieur Ducasse, qui avait la cuisine de la Riviera à l'époque et qui vient s'installer à Paris, est un petit peu le nouveau patron de la cuisine mondiale. Et là où je dis qu'ils vont m'aider, c'est d'abord qu'ils vont me donner confiance, parce que leur jugement vaut plus que le jugement de 1000 personnes pour Ouais. moi. Donc c'est ça qui est devenu important. Et C'est-à-dire qu'à ce donc moment-là, il voit, il découvre votre cuisine et il vous valide, en fait, quelque ouais, ouais, part, oui, oui, clairement pour Pierre. par leur Pierre qui est intérêt. venu très souvent avec Frédéric, Monsieur Ducasse qui est venu 1 ou 2 fois, pas Pierre plus à Hermé qu'on l'époque. résume à la pâtisserie souvent, alors que, il est très reconnu aussi pour son goût et Alors, ses c'est le plus grand compétences de mangeur du monde. oui, Voilà, voilà. on va faire simple. Je ne connais pas plus grand dégustateur que Pierre Hermé à table. D'abord parce qu'il arrive à déchiffrer quand même un nombre de choses incroyables dans une assiette. Il mange comme une pelleteuse, Pierre. J'adore ce truc où il est au-dessus de l'assiette, là, comme ça chipote pas. Et en même temps, Et ça en même analyse. temps, ça analyse. J'adore. Voilà. Donc je suis toujours resté effectivement en contact avec ces gens. Et je leur dis que je leur dois beaucoup, même si c'est pas des choses physiques, directes, machin, etc. Mais je trouve que finalement, à l'époque, je n'étais pas connu. Je sais que quand à l'époque Pierre envoie un message à Ferran Adria en lui disant que j'étais la 4e merveille du monde, ça peut me servir à l'époque, et ça a plus de valeur presque que mon CV, Ouais. parce que c'est la parole d'une personne qui est reconnue Mmh. et qui parle de moi dans ces termes. Donc voilà, ça m'a probablement permis après d'aller du Mosaïque. Quand je vais à Istanbul, c'est Monsieur Ducasse qui me place à Istanbul. À Mmh. l'époque, après Istanbul, il y a pareil, 3e restaurant qui va se fermer. Compliqué Istanbul. J'ouvre en plein 9/11, les Mmh. événements là de trucs. C'est le Ritz-Carlton, c'est une marque américaine au cœur d'Istanbul. Bon, Ouais. ça n'a pas trop résisté. On a ouvert, on a quasiment fermé 6 mois après avoir ouvert. Mais le jam définit beaucoup ce que je vais faire après dans ce qui sera le premier restaurant dans lequel je serai et qui me rendra connu à l'intérieur, en tout cas de Shanghai, avant de devenir plus international avec les autres endroits. Et il ressemblera beaucoup à ce que je ferai au Jade on 36 à Shanghai, en ayant perdu à nouveau 2 années, parce qu'à chaque fois qu'on ferme un restaurant comme ça, il faut tout recommencer. C'est un Faut peu remettre à compliqué. zéro, trouver un Remettre à endroit, trouver zéro. un projet, trouver des Une perte financements, dynamique trouver qui est énorme, en fait. J'ai mais en termes considéré, d'énergie, c'est considérable. en termes d'énergie, c'est considérable. En termes de perte potentielle de visibilité, c'est presque 2 ans de perdu. Même si vous enchaînez, on va Ouais. dire, quelques mois après, c'est presque 2 ans parce qu'il faut refaire tout le trajet que vous aviez fait dans l'année dans laquelle vous avez. Et c'est vrai que ça aurait pu coûter cher, parce que il faut bien que la reconnaissance serve à quelque chose. La reconnaissance sert à gagner de la liberté, et la liberté sert à s'exprimer. Mmh. Et heureusement que là, j'ai suffisamment de crédit, au travers, en tout cas, des gens aussi qui me valident, pour pouvoir prendre une salle à manger avec Shangri-La. Alors, ça s'est passé à Shanghai. En fait, ça ne devait pas se passer à Shanghai. J'avais un truc qui était à Bali qui m'attirait beaucoup plus. Mais concours de circonstances, un petit peu compliqué aussi à déchiffrer. Ça aurait pu se passer là-bas, puis ça s'est passé là. Et je suis pas sûr d'y rester, finalement. Je découvre Shanghai. Je suis impressionné par la puissance de Shanghai, c'est sûr. On sent, de la même façon que j'ai senti quand j'étais en Australie, cette espèce d'énergie palpable à l'approche des Jeux Olympiques en 2000. C'est en 1996 que je suis en Australie. Et ça influe beaucoup sur la cuisine, qui est toujours un peu le reflet de la Ah ouais. société à ce moment-là. On sent à Shanghai aussi une énergie assez incroyable. Et en fait, je fais que passer. Je vais prendre la position, et puis finalement, le Jade on 36 deviendra l'endroit où je me ferai
connaître, en tout cas à Shanghai, de façon très très claire, dans les 3-4 ans, je crois qu'on a gardé le Jade, avant de passer de l'autre côté de la rivière pour prendre Mr. Mrs. Band, et ce qui deviendra Ultraviolet avec le groupe avec lequel je suis encore aujourd'hui. Comment on fait ses preuves? Comment on se fait reconnaître? C'est quoi les débuts, dans un parce que vous quand même, ouvrir un resto, c'est un truc. Vous changez de monde à chaque fois que vous ouvrez un resto, quoi. Après Istanbul, vous vous retrouvez à Shanghai, vous découvrez, enfin, c'est des codes, c'est une culture, c'est une clientèle, c'est des usages, Bah, le seul moyen, c'est de garder ses codes à soi, déjà. Comme ça, c'est pas forcément de chercher à s'intégrer. Ouais. Faut que les gens part. viennent pour Paul Perret. Bah, faut que, oui, et sa difficulté, c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'objectif, c'est de faire venir les gens à soi par rapport à ce qu'on propose, en espérant qu'ils y adhèrent. C'est un peu tout le message Ouais. du cuisinier, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait quelque chose que l'on aime en espérant que les gens l'aiment suffisamment, ce qui pourrait signifier qu'ils vous aiment par retour. On va faire quelque chose un petit peu comme ça, par transitivité, c'est Mmh. thématique ça. Mais c'est tout ce message du cuisinier. Et c'est vrai que quand bon, c'est validé. Il y a des gens qui valident ce que je fais, puisque je me souviens, dans mon dernier patron, il s'appelle Philippe Caretti. Et Philippe Caretti, que j'aime beaucoup, que je vois encore aujourd'hui, c'était le DG, le directeur général de cet hôtel qui m'embauche à l'époque à Shanghai, qui est en création là, Jade on 36. Et il est VP aussi chez Shangri-La, enfin, il a une position assez importante. C'est un mec décisionnaire, c'est un vrai patron, quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui va vite, voilà, qui est très tranchant. C'est pas des trucs relatifs, machin, c'est toujours dans l'absolu ces décisions. Et je me souviens parce qu'on avait fait un concours. Et on était 4 chefs cuisiniers qui étaient sélectionnés pour prendre cette place. Et donc, on s'était retrouvés à Hong Kong, au Shangri-La de Hong Kong. Alors, ils m'ont fait faire 2 journées avec 2 fois 8 plats. OK? Mais Monsieur Caretti avait fait sa décision sur le premier. Le premier, le petit amuse-gueule que j'envoie, c'était un petit foie gras, comme ça, sur une tige, comme une baguette chinoise, Mmh. posé comme ça, avec une espèce de caramel, une feuille de tamarin dedans, très puissant, très petit, qui était un petit peu l'amuse-gueule de ce que je lui proposais. Et sur la première bouchée, il a dit, c'est lui que je veux. Donc, le lendemain, il a dit, c'est même pas la peine de voir l'autre. Terminé. Il rentre, il me propose le truc direct, il me dit, bon, ok, t'es prêt, Paul, t'as ton visa, allez, on va à Shanghai tout de suite. Bam, il m'amène à Shanghai, il me montre tout le machin. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'il acceptera mes conditions, alors que, à un moment donné, j'avais des conditions, des espèces d'exigences en tant que chef de cuisine qui dépassaient un petit peu même celles de l'exécutif chef du groupe, etc., etc. Et il aurait très bien pu me dire non. Et d'ailleurs, j'avais monté ces exigences parce que je pensais plutôt aller à Bali qu'aller à Shanghai. Et donc, je lui ai dit, OK, on va faire le cadre comme ça. Il me dit oui, mais bon, à Ouais. mon avis, il va dire non. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que je fais maintenant? Hésitation. J'ai hésité 3 jours, j'étais torturé. Et je me souviens à l'époque, Allah voulait pas m'influencer, mon épouse voulait pas m'influencer sur ce truc-là. Mais avant de prendre ma décision de savoir si je vais à Bali ou à Shanghai, je lui envoie un petit mot. Alors là, puis je lui dis, écoute, ça y est, j'ai décidé, on va à Bali. Là, elle me pète un câble, elle me dit, ah, je veux pas aller à Bali, machin, un truc. Elle ose enfin me dire que, et donc, je refais le mail que j'avais écrit à Monsieur Caretti en disant, je suis désolé, je ne viens pas, machin, etc. Je suis très heureux de vous dire. C'est marquant parce que j'ai les 2 emails aujourd'hui et en fait, ouais, si on appuie sur send, voilà, ça change aussi sa destination. Et j'ai bien fait puisqu'en fait, Bali se trouve, ça aurait été notre truc de malchance. Je crois qu'il y a eu les attentats qui se sont passés, les deuxièmes attentats qui sont passés juste après. Les choses après sont parties un peu en toupie. Donc c'est là que je dis, il faut suffisamment croire en soi pour continuer et ne pas se décourager. C'est Ouais. là que je dis, les 95% de ces gens que j'ai vus qui étaient doués, ils sont partis parce qu'ils se sont à un moment donné découragés. Ils se sont dit, je ne sortirai pas. Mmh. Voilà. Et c'est là qu'à un moment donné, c'est important d'être reconnu pour ce que l'on fait, parce que ça vous donne les possibilités d'aller plus loin, ça vous donne la possibilité de faire le reste. Ouais, Ça mais n'est faut pas pas qu'une lâcher. question d'ego, de se Faut pas dire: «Tiens, je lâcher. suis content, j'ai pris 3 étoiles Michelin, c'est formidable». Non, toutes ces choses-là ont servi à construire tout ce qu'on a fait, ce qui est venu avant, ce qui est aujourd'hui, ce qui viendra après. Et donc c'est important parce que sinon, dans votre coin, malheureusement, ça Mmh. permet pas de construire. Ça change pas grand-chose finalement, mais ça permet pas de construire. Donc Shanghai. Shanghai sera le Oui, Shanghai définitivement. Finalement, je croyais que j'allais y rester. Je m'étais dit: «Allez, on va y rester 3 ans peut-être à Shanghai, on verra bien». Et puis finalement, ça m'a happé parce qu'il y avait, il y avait des opportunités aussi, sans paraître opportuniste, par rapport au mot opportunité. Il y avait une puissance, il y a de l'argent, il y a une puissance, il y avait, une reconnaissance qui est arrivée. Après, il y a eu effectivement le passage de l'autre côté avec Ultraviolet qui a eu pris cette dimension internationale. Donc voilà, c'était comme ça et ça s'est fait là-bas et ça aurait pu se faire peut-être ailleurs, mais ça s'est fait là-bas et tant mieux.
vous êtes pas dit qu'il fallait être champion sur ses terres à un moment? Ça vous allait, vous? Parce que parfois, on regarde les chefs qui font carrière à l'étranger, en France. Ouais, oui, bien sûr. Ça vous a jamais... Non, parce que j'ai fait quelque chose qui est suffisamment différent. Oui, je comprends un petit peu le principe français de ce oui, mais 3 étoiles, elles sont en Chine. Enfin, bon. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont venus dans les 3 étoiles. Il y a beaucoup qui sont venus. Et encore une fois, j'ai pris 3 étoiles sur le restaurant le plus décalé de la planète Michelin, mais très clairement le plus décalé. Donc à partir de là, je veux dire, moi, ça m'a comblé dans ce sens-là. Je sais ce qu'on fait, puis là, on va bientôt, évidemment, on va arrêter Ultraviolet, parce que je pense que j'aurais plus les moyens de le faire au meilleur niveau. Mais ça restera le cornerstone de ma carrière. Il y aura pas d'équivalent. Et c'est pour ça que je suis pas forcément très intéressé à reprendre gastro. Peut-être que je changerai d'avis, hein. Les imbéciles qui changent pas d'avis, mais en tout cas, aujourd'hui, ma volonté, c'est d'arrêter de me consacrer à des choses beaucoup plus, je vais pas dire commerciales, mais beaucoup plus consensuelles, que j'adore faire aussi, hein, comme on a fait quelque chose comme Nonos, qui est une espèce d'ordinaire dans lequel on essaie de faire attention à ce qu'on fait. J'aime beaucoup ces projets comme ça. Et je pense qu'il est temps. Je pense que je vais pas donner mon âge, j'ai l'air d'en avoir 30, je sais. Mais je pense qu'il est temps de passer dans cette 3e phase de ma carrière. Ça a beaucoup de sens. En fait, il se trouve que circonstanciellement, Ultraviolet était entouré de travaux, machin truc, etc., et qu'on avait au moins une grosse pause à faire. Donc je pense qu'on va pas réouvrir derrière, et je pense que j'annonce clairement que quelque part on dépose les étoiles avec le restaurant, et puis on fera autre chose. Nouvelle ère. Bien sûr. On va en parler, on va s'ouvrir là-dessus, mais quand même, il faut lui consacrer un petit chapitre et un petit temps de ce récit. Ultraviolet qui est climax. D'où vient l'idée? Comment ça se fait? Parce que là, pour le coup, vous êtes le patron de votre ambition, et c'est ce qui peut-être vous représente le plus à ce moment-là en termes d'expression et de concept. Avant d'arriver à Ultraviolet, donc Jadon 36, c'est ce restaurant au Shangri-La que je vais tenir pendant 3 années, qui vont me positionner à Shanghai essentiellement, et les premiers positionnements un petit peu internationaux avec les grands rendez-vous un peu de chefs, les Madrid Fusion, les l'Homéror de la gastronomie, etc. Et donc on se fait un petit peu connaître à ce moment-là, et c'est vrai que ça va m'ouvrir quelques portes, et notamment la porte de ce qui deviendra Ultraviolet, avec mon partenaire de l'époque, qui est toujours mon partenaire, qui s'appelle le groupe VOL, et qui me proposera d'abord de reprendre l'ancien restaurant des frères Pourcel, qui était sur l'avenue un petit peu montagne de Shanghai, qui est le Bun, ce qu'on appelle le Bun, qui est juste en face de cette espèce de Pearl Tower qu'on voit, qui représente un petit peu Shanghai. Et donc Mr. Mrs. Bun, c'est une espèce de grande brasserie que j'ai toujours aujourd'hui, et surtout dans le panier, dans la négociation avant de changer de crèmerie, j'ai bien mis le projet qui est le projet un petit peu de ma vie, que j'essaie de faire depuis 1996, avec des moyens d'ailleurs fluctuants, hein. C'était démarré sur des choses beaucoup plus humbles, et ça a pris un petit peu de l'ampleur, et ça deviendra ce qui est Ultraviolet. Et quand j'ai dit que ça a démarré en 1996, la première fois que je vais faire ce qui deviendra Ultraviolet, c'est-à-dire sur une table comme ça réduite, qui s'assied à un moment déterminé, tous ensemble, et qui mange une proposition définie, c'est-à-dire la maîtrise de l'offre et du temps. C'est en Australie que je veux le faire. Je ne le ferai pas, mais c'était des moyens beaucoup plus humbles. C'était une seule table de 12. D'ailleurs, à l'époque, j'avais la barbe, j'arrivais à la fin, je faisais Jésus-Christ, et je servais comme ça un menu personnel, et qui nous met dans des conditions en fait de travail qui sont les véritables conditions de travail de la cuisine, qui est définie par ce qu'est la cuisine familiale. C'est-à-dire que c'est pas le principe de la cuisine professionnelle dans lequel le client va choisir. Le client va s'asseoir quand il veut, il a cette liberté, il va choisir ce qu'il veut. 4 personnes à la même table vont choisir 4 entrées différentes. Donc évidemment, il va falloir que la cuisine professionnelle intègre, au travers de ce qu'on appelle la mise en place, les plats pour pouvoir les finir dans un temps imparti, acceptable par le client d'un quart d'heure, etc. Donc en fait, le but d'Ultraviolet, et l'essence d'ailleurs de ce projet, c'est de gommer un petit peu tout ce qui, à mon avis, abâtardit la cuisine, même au meilleur niveau, c'est-à-dire l'intégration pour pouvoir délivrer sur ordre du client. Donc là, pour qu'on comprenne bien, Ultraviolet, ça part d'une envie de se dire, à un moment donné, je vais décider pour un groupe de personnes réduit, non seulement ce qu'ils vont manger, quand ils vont le manger, le timing dans lequel ils vont le manger. En gros, le client s'en remet à vous totalement, du début à la fin. Et vous, quelque part, ça vous donne une maîtrise, à la fois dans la création et dans la gestion aussi, de tout, à tous les niveaux, même les stocks, même tout. En fait, vous maîtrisez tout. On a une maîtrise absolue, donc on s'est mis dans les meilleures
conditions pour cuisiner à notre meilleur. N'importe qui dans les conditions dans lesquelles je suis aujourd'hui se trouverait dans ces meilleures conditions de cuisinier. En plus, si on a les moyens, c'est-à-dire si on a l'équipe derrière, si ça se traduit pas, comme dans ce premier projet, à être tout seul, à cuisiner tout seul, avoir un tourne-disque et un dimmer pour mettre un peu d'ambiance et caler l'ambiance sur le temps et l'offre. Parce qu'à partir du moment où on maîtrise le temps et qu'on maîtrise l'offre, on sait qu'à tel moment on va servir tel plat, on peut réfléchir justement À comment on va... à cette partie un petit peu intangible de ce qu'on appelle l'atmosphère. Et donc, la partie immergée qui définit et caractérise l'ultraviolet aujourd'hui n'est que la conséquence, en fait, de l'axiome de départ, qui est de dire, je maîtrise l'offre et le temps pour servir les plats au pic du plat, sans avoir à les intégrer de façon pas nécessairement aussi acceptable que ce que ferait ma mère à la maison, où quand elle cuisine des côtes de porc, elle les fait, quand les côtes de porc sont en train de finir de cuire, comme ça, elle l'appelle à table, c'est maintenant, tac, on descend, on s'assied, on mange les côtes de porc au pic du plat, c'est merveilleux. Voilà. Donc l'axiome de départ est vraiment axé sur la cuisine, avant tout. Et la conséquence est, effectivement, de pouvoir habiller l'atmosphère, la tailler sur mesure pour éviter d'avoir une atmosphère finalement perturbante, c'est-à-dire une atmosphère qui n'a rien à voir avec le plat, une musique qui n'a rien à voir avec le plat, une lumière qui n'a rien à voir avec le plat, un environnement qui n'a rien à voir avec le plat. Le seul moment où on a cette impression de sense of place dans certains endroits, et on pense quelquefois que la cuisine y est meilleure, c'est une erreur quelquefois, c'est par exemple quand on va au bord de la mer manger un poisson grillé. Et c'est le moment où on se dit, il y a une espèce d'harmonie entre ce poisson, la mer qui est juste en face de moi, et donc il semble être meilleur, alors que quelquefois il est meilleur chez Alain Ducasse au Meurice aujourd'hui. Mais c'est plus dans ce que j'appelle le psychotaste, le goût psychologique, que dans la réalité des choses. Mais c'est vrai que de mettre les recettes, les produits que l'on cuisine dans un environnement qui leur appartient. Et puis la culture aujourd'hui, elle est télévisuelle, elle est... oui, on a des référents. On a des référents, et à ce moment-là, on s'immerge beaucoup plus dans le plat. Et ce qui est la réalité de l'ultraviolet, et je dis ça parce que c'est très difficile à décrire l'ultraviolet, ça se décrit très mal, et quand je le décris, si je veux le décrire très bien, c'est très prétentieux. Mais le but de l'opération, c'est au contraire de ne pas animer la table pour divertir les clients, mais de les forcer à se concentrer sur le plat en leur donnant un environnement, aussi factice soit-il, qui est le plus proche possible du plat pour que l'imaginaire fasse le reste et vous mette dans les meilleures conditions. Et c'est en général des images qui sont récurrentes comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des loupes, et quand vous avez la mer qui vous entoure, une mer démontée de rochers, c'est là que je sers cette espèce de homard cuit dans une eau de mer, parce que c'est ce qui correspond le plus à ce homard cuit comme ça, qui est cuit à l'eau, dans presque son eau, c'est souvenir de Sense of Place, calanque de Marseille, pêche de... D'ailleurs, c'est une cigale à l'époque, mais on s'en fout, et on la cuit dans une eau de mer à même le bateau, traduction de ce moment, et on se retrouve presque immergé dans ce moment, pour le cas, c'est le cas de le dire, et ça correspond à ce homard-là. Mais on aurait fait un homard grillé, c'était pas du tout le même environnement. Bien sûr. C'était quelque chose de beaucoup plus sec. C'était justement une plage, le soleil, 1, 2, 3, le niveau, le ciel bleu, etc. Donc chacun, dans cette espèce d'inconscient ou de conscient collectif, ou de culture globale, a une espèce de vision comme ça des choses qui peut vous permettre de vous immerger plus que un décor qui n'a rien à voir, aussi beau soit-il. Vous créez des conditions de dégustation optimales finalement, une espèce de résonance et d'alignement total entre la personne, le produit et l'environnement duquel il vient et l'endroit où il le déguste. C'est très chiant quand même votre histoire, parce que du coup, quand on repense au principe du client, on se dit putain, mais c'est vrai que je vais pas manger en même temps que la table d'en face, mais la musique que je vais supporter à ce moment-là va être la même sur l'entrecôte du type à côté que sur mon radis beurre. Donc on se dit, en fait, c'est vrai que tout est toujours décousu dans la restauration. Et l'alignement que vous cherchez à ultraviolet, il est exceptionnel, parce que, de fait, l'ambiance, la musique, l'image, le plat, le service, tout s'aligne tout le temps et pour tout le monde au même moment. Exactement. C'est bien, très chiant. C'est bien très dit. Chiant. C'est bien dit. Ça rend tout le reste un peu... Et bien compris rapidement, parce que des fois, c'est un petit peu complexe à expliquer pourquoi, en fait, le niveau de concentration, quand je sers un plat ultraviolet, est très supérieur au niveau de concentration quand je sers un plat, même dans une brasserie ou quoi que ce soit. Bien sûr, parce que tout est aligné, tout est pensé, aligné, tout est aligné. Et en plus, on joue sur certaines choses. C'est-à-dire que quand on a décidé que la table ne peut pas se parler, le niveau sonore est tellement élevé qu'on ne peut pas se parler.
je ne tiens pas à ce qu'on se parle, d'accord? Ouais. Le seul moment où on va distraire un peu la table, c'est le moment où on va débarrasser. Parce qu'à ce moment-là, on veut pas forcément qu'on voit, même si c'est un balai de service permanent, qu'on voit les serveurs, c'est pas le truc le plus joli. Donc à ce moment-là, la chose s'anime avec quelque chose qui est visuel et qui vous attire un peu sur les écrans. Ouais, pendant Voilà, que ça le plat arrive, 30 secondes, on s'immerge dans l'ambiance de ce plat. On boit un petit peu le pairing qui va avec pour se mettre un petit peu en avant-goût. Donc il y a tout ce rituel que les gens font naturellement, hein. combien de convives, du coup, autour de la 10, toujours 10, 10, pas un OK. de plus, pas un de moins. Je crois qu'il y a eu une fois ou 2 où la table, parce qu'au dernier moment, on n'a pas pu remplacer, Mmh mh. quelqu'un, elle s'est retrouvée à 8 et encore, je crois qu'on a mis des mecs de chez nous. Mais ça a toujours été, 10 couverts. 10 couverts, On ne peut 10 pas. 10 personnes. Combien de personnes, en cuisine et en salle? Alors en tout, notre équipe complète, c'est presque une équipe de 30 personnes, mais dédiée le soir même, et sur place, on est en général, entre 20-25. Voilà. D'accord, OK. Ce qui est le plus haut ratio, c'est pas, il y a pas de quoi être fier. Mais quand on parlait des moyens dédiés Ouais, par client, il faut mais c'est savoir considérable, qu'aujourd'hui, du c'est coup? considérable parce que c'est 2,5 à 3, en sachant que, je crois que El Bulli, c'était 2,4, ce qui est déjà énorme, qui était le plus élevé. Un restaurant 3 étoiles classique, c'est un employé par client. Des Ouais, fois, c'est plus, mais ouais. un employé par client, c'est-à-dire entre salle, et vous avez 50 places assises, vous avez en tout 50 employés. Voilà, c'est à peu près les ratios, classiques. Donc évidemment, on s'est mis dans des conditions qui sont des conditions exceptionnelles. De compétition, enfin, de ouais, c'est hors norme, Voilà, hors norme. c'est dans ce sens-là, tout est un peu exagéré parce que c'est tellement réduit. Quand on a une espèce de descriptif sur notre site internet d'Ultraviolet où on montre les moyens mis en place. On a 1000 m² dédiés à 10 couverts. Donc évidemment, quand on fait le parallèle de ce que ça pourrait représenter sur un restaurant comme Mr. Mrs. Bun d'une centaine ou 140 places assises, je crois qu'il fallait qu'on cuisine dans le ring là de Beijing, là, le truc olympique de Beijing. Ouais, ouais, Donc ouais, mangeable. c'est un petit peu démesuré, mais c'est voilà, disproportionné par rapport à 10 couverts, mais en fait, en même temps, c'est, le principe de ce restaurant. Qu'est-ce que ça vous permet d'atteindre une espèce de recherche de perfection? Je parle de cuisine là, vraiment. Ouais. Qu'est-ce que vous allez, parce que là vous enfin tous les curseurs sont poussés au max quand vous parlez de l'exigence. Moi je repense à vos histoires de MJC, de colonie où le mec il fout tout le monde à genoux et il est encore là celui-là avec cette, Ouais, ouais, peut-être, mais c'est on n'est pas loin de la définition de l'excès si je puis me mais permettre. on est quand même dans un principe de cohérence. Parce qu'effectivement, le reste de l'incohérence. On se rapproche le plus, pour moi, de la cohérence de ce qu'est être une espèce d'expérience. 2 mots que je n'aime pas, mais je vais le dire quand même. D'expérience holistique, de l'ensemble, C'en est une. d'accord, voilà, qui s'aligne pour pouvoir en même temps, éviter d'être distrait, donc se concentrer au maximum, donc percevoir les choses au maximum, et c'est ce qu'on a cherché à faire. Le plus important à Ultraviolet, qu'on travaille beaucoup, qui est très peu mentionné d'ailleurs, c'est le tempo. C'est-à-dire l'enchaînement d'un plat. Il Mmh. y a beaucoup des plats qui sont en une bouchée, c'est des petits plats, il y a une vingtaine de plats, il y en a qui sont en 3, il y en a qui sont en 7. Donc il y a des variations dans ces formats-là, et il faut que le temps imparti à la dégustation, qui est presque toujours le même en fonction des tables, des fois on force un peu quand il y a quelqu'un qui est un petit peu lent comme ça, parce qu'il pense qu'il faut déguster. Ben, c'est pas... On va lui dire take your time. Bon, mais bien en lumière le fait que tu es en retard, tu fais chier Mmh. toute la table. Mais ça permet vraiment, ce rythme est le plus important, le tempo est le plus important. Ce qui me dérange le plus dans certains restaurants dits gastronomiques, C'est de ce subir. c'est de subir ce truc où entre une bouchée qu'on vient de recevoir et la bouchée qui arrive après, il y a un quart d'heure. Ouais. Excuse-moi. Mmh. En fait, l'éphémérité, dans un contexte d'une table où on est à très proche de la table, hein, quand on sert la cuisine, on peut faire des choses qui tiennent 30 secondes. D'accord? Et elles vont être mangées parce qu'on les sert au moment où il faut les servir, et en 30 secondes, Ouais. ça a Et on disparu. passe à la séquence Le d'après. temps de mise en place de la table, de servir et de débarrasser, c'est Et plus long. maximum 3 minutes. Ouais. Et ça veut dire que le plat, il arrive après. Et donc là, ce tempo est très important dans la perception de ce qui est un repas, parce que ça reste une forme de repas dans la tradition judéo-chrétienne, de cette espèce de, on a les entrées, on monte comme ça dans un espèce de Mmh. pic avec les plats principaux, et puis on redescend comme ça sur les douceurs. On reste dans ces formats, mais sur un plat. Un plat, ce qu'il y a de très intéressant, c'est pas, ça peut être très chiant, hein, un plat. Mais ce qu'il y a d'intéressant, ce que j'ai trouvé très intéressant là-dessus, c'est qu'en fait,
on peut travailler les plats les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire que les équilibres, on les travaille d'un plat à l'autre et non pas dans une même assiette. Je suis pas obligé d'équilibrer ni diététiquement, alors surtout pas diététiquement, mais ni en termes de goût. Une assiette, je peux avoir une assiette qui est trop violente en termes de sel et par exemple d'acide, mais qui est rattrapée par l'assiette d'après. Et là, ça permet vraiment d'avoir une liberté absolue en termes de création. On n'est pas limité par le fait qu'une assiette doit être équilibrée et qui dit équilibre, je vais exagérer, hein, mais qui dit équilibre nous ramène à une espèce de moyenne qui par nature est moyenne. Voilà. Donc ça veut dire que parfois il y a des séquences où vous vous amusez à pousser les curseurs, à emmener un plat vers des Ouais, choses qui ouais. peuvent surprendre ou des On peut pousser notes toniques, au comme maximum. on peut dire. Alors, après, moi, j'ai des choses que j'aime bien, j'ai des référents qui sont un petit peu populaires, etc., etc., parce qu'à partir du moment où on a fait dans chaque plat, au moment où on le fait en tout cas, il y a une forme d'innovation. C'est ce qui définit un plat d'ultraviolet, qu'elle soit conceptuelle, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, etc. Et donc ça valide le principe de ce qu'on a appelé l'avant-gardisme d'ultraviolet. Mais c'est pas forcément un avant-gardisme dans le sens où on est sans arrêt en train de faire des choses qui n'ont pas de référent. Moi, j'aime bien qu'il y ait un référent pour ne pas perdre les gens. Oui. Quand on fait une nouvelle texture, j'aime bien que ce soit référent à un plat populaire parce que ça nous ramène à quelque chose qu'on connaît. On peut quand même le comparer, etc. Et il faut pas trop en mettre dans une assiette, d'après moi. C'est-à-dire que plus on en met, plus on perd les gens. Là, le but de l'opération, c'est pas de les perdre, c'est de garder à chaque fois un lien. Alors après, il y a des cultures différentes. On a des gens qui sont de telle région. Pas le gratin dauphinois qui l'auront plus. Ouais, je comprends. Donc voilà, c'est un peu le principe du ultraviolet. Qui décide de ce qu'il y a autour de nous chez Ultraviolet, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend? Guess. Alors, on n'est que deux à travailler sur le. Chaque fois que j'ai travaillé avec des grosses équipes, quand on a fait des événements, c'est beaucoup plus compliqué que de travailler dans un principe immersif. Nous, on est dans un principe immersif et on prend le temps de faire. C'est-à-dire que c'est le plat, donc c'est moi qui décide de la direction, on va dire artistique entre guillemets, de la direction de l'ambiance, d'accord, et souvent je décide de la musique parce qu'il y a plein de connotations. Des fois, il y a des plats qui sont personnels, donc quand c'est, je disais géographique et c'est plus facile à concevoir. Quand c'est plus particulier, plus personnel, des fois il y a des choses qui sont plus difficiles à comprendre, mais je me comprends et quelquefois on peut l'expliquer et de toute façon il y a toujours une raison pour laquelle j'ai fait les plats. Même si je découvre des fois la raison a posteriori, chaque plat est sous-tendu par une forme de souvenir. Ouais, il y a parfois où vous vous retrouvez après le plat, vous dire ah putain en fait c'était ça. Ouais, exactement. Drôle. Donc parce que je ne crée pas en me disant tu vas faire. Ça m'arrive de dire je vais faire l'expression par exemple quand je veux rendre un hommage à Zador Etchebari en termes de perfection de la simplicité par rapport au fait que le gars, il a quelques grilles comme ça avec une fumée, un assaisonnement, une cuisson parfaite de produits, un contrepoint dans une assiette. Il arrive à vous faire une démonstration d'excellence dans la simplicité. Ce truc me marque. Là, je sais que je vais rendre hommage. Donc, je vais tourner autour du principe du grill, de la fumée, du machin, truc, etc. Puis, je vais faire une interprétation qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce qu'il fait, mais c'est dans cet esprit-là. Mais la majorité du temps, c'est une création qui part parce qu'on a fait une découverte, qu'on veut tourner autour et qu'on pense qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et en général, je me rends compte quelquefois, quand je finis, je me dis, ah ouais, mais putain, mais en fait c'est très lié à ça, ce souvenir, à ce lieu, des fois même à des choses un peu moins évidentes. Mais, c'est toujours, en fait, tous les plats qui ont été faits ont toujours été liés à quelque chose. Et c'est ça qui est très intéressant dans le ultraviolet. Le principe de montage du menu est très intéressant. Le principe de finition, c'est là que je dis qu'on travaille qu'à deux et on prend notre temps. Il faut pratiquement, si on faisait que ça, il faudrait 6 mois, mais ça prend pratiquement 1 année de finaliser un menu dans lequel on a déjà trouvé le corps du menu. Il faut presque 2 ans pour faire un menu, d'accord, puisque la première année serait consacrée à travailler sur 100 recettes, après on descend à 50, et puis après, voilà, quand j'ai 30 recettes, je sais que dans ces recettes-là, ça peut rentrer, ça peut composer un menu, parce que je sais à peu près les espaces et le type de plat dont j'ai besoin pour faire le menu. Quelquefois, pour le compléter, d'ailleurs, je suis obligé de prendre des plats d'archives, c'est pas toujours que des créations du moment. On démarre ce qu'on va appeler l'habillage de la table, c'est-à-dire qu'on démarre à travailler sur l'ambiance qui va immerger ce plat et coller au plat le plus possible. Vous parlez d'un film là.
Vous vous rendez compte, c'est exactement le discours d'un réalisateur, c'est-à-dire que vous partez d'idées qui vous sont propres, que vous analysez pas toujours ou qu'a posteriori dont vous trouvez l'origine. Vous réduisez, vous faites du montage, ce qu'on appelle du montage. Vous faites de la réalisation parce que vous allez justement penser tout ce qui va habiller votre propos. Et à un moment, vous conviez un public à la projection. Ouais, on peut le voir comme ça, mais c'est une palme d'or qu'il vous faut, c'est pas des étoiles. Même si finalement la composition la plus difficile, c'est qui sous-tend tout le reste et qui est la plus intéressante, c'est d'arriver à mettre bout à bout et je trouve que c'est une vingtaine de plats à chaque fois, mais dans ce qui va former un menu qui au bout du compte est équilibré. Ça, c'est très difficile et c'est très intéressant. Mais c'est la question du rythme dont vous parliez, du relief qu'il peut y avoir entre les séquences. Oui, c'est ce qui fait qu'un film fait qu'on reste jusqu'à la fin ou qu'au bout de 20 minutes on décroche ou. Je suis d'accord, il y a des très grands films, des films avec très belles images qui sont très mal montés. Mais ouais, quand vous parlez de direction artistique en vous excusant en disant en fait c'est complètement ça. Et vous atteignez ce que vous cherchez depuis le début. C'est-à-dire cette envie de vous exprimer. Ouais. On est dans le... C'est pour ça que je pense qu'après Ultraviolet, il n'y a pas forcément quelque chose d'autre. Alors c'est ça. Dans cette ligne-là, peut-être que je changerai d'avis, peut-être que j'aurais envie à un moment donné de reprendre peut-être un restaurant gastro et peut-être effectivement de dire nul n'est prophète dans son pays, revenir en France. Mais je pense pas que j'ai cette velléité aujourd'hui. Toutes mes velléités de chef ont trouvé refuge à l'intérieur du projet d'Ultraviolet. J'ai eu le maximum de ce que j'espérais, le maximum de ce que peut espérer quelque part un cuisinier. Donc pourquoi essayer de se remettre en question? Ce serait pas une question d'ego après de me dire est-ce que je suis capable de revenir montrer à tout le monde que je peux avoir 3 étoiles sur mon territoire? Je sais pas si ça m'intéresse. Sans parler d'ego, là, si on parle de kiff, vous allez le trouver où? De fait, parce qu'après une expérience comme ça qui vous ressemble autant et qui comble autant de ce que vous avez toujours cherché finalement. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a quand même d'abord il y a aussi une question de moyens, c'est aussi pour ça que je vais arrêter, mais il y a aussi une question de temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux, à un moment donné, dans cette 3e phase de ma carrière, pouvoir développer des choses aussi un petit peu commerciales par rapport à moi, par rapport à mes équipes, etc. Et j'adore faire certaines choses beaucoup plus simples. Je peux passer des plans, on va faire un sandwich, moi. Mais ça peut dire que tous les autres, d'ailleurs, mais j'adore cette idée. Donc, pour le moment, j'ai envie de cette espèce de pause et de ne pas subir finalement quelque chose qui est ma passion comme une contrainte parce que j'ai besoin de garder 3 étoiles. Donc la démarche, elle est là. Je me dis, écoute, oui, quelque part, par rapport à certaines choses, peut-être qu'on aura moins de projets, mais je pense pas que ce soit très important aujourd'hui. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Je sais même pas si je vais pas faire un fast-food. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Là, j'ai toujours été très curieux là-dessus, très ouvert, trop ouvert. Je suis ouvert à l'industrie. Bon, il y a plein de choses qui me passionnent. Les supermarchés me passionnent aussi. Les mecs, allez, super. Et il y a plein de choses qui sont intéressantes là-dessus. Et on va voir ce qu'on va en faire. Est-ce qu'à un moment donné, le principe de l'expression personnelle me manquera? C'est possible. J'ai pas l'impression aujourd'hui que j'en ai besoin dans les années qui viennent. Ok, nouveauté dans la vie de Paul Perret quand même, parce que c'est un peu ce qui vous anime depuis le tout début. Ça, et puis l'envie aussi, et on a évoqué Nonos au cours de cet échange, cette envie d'aborder les choses, même si simples soient-elles, avec le goût de bien faire. Et là, je retrouve l'histoire des frites. Et ça, on va le garder. Ça, on va le garder, et ça, c'est aussi passionnant. Féti. Non, mais il y a ce truc. La frite de Féti. La frite parfaite. En fait. Après, bon, et non, mais c'est sans prétention. Je pense que quand on est dans des choses un petit peu plus commerciales, les moyens ne sont pas forcément. On pourrait faire quelque chose de très simple et très identifié. Il faudrait des moyens. Non, mais chez vous, il y a toujours cette envie de le faire. De le faire bien. Et il faut, pour atteindre une forme de perfection dans des choses identifiées, il faudrait des moyens qui sont démesurés, qui ne correspondent pas à la commercialité potentielle du lieu. Donc faut pas non plus exagérer. Mais j'adore cette idée. Il y a plein de choses dans les restaurants que j'ai fait d'ailleurs et que je continue à faire. Là, on a un projet qui est à Singapour, qui sera de table de tranche. J'avais fait un très beau projet qui s'appelait Shop Shop Club, qui était cette espèce qui est tiré un petit peu d'Ultraviolet et qui me permettait d'offrir des pièces entières. Parce on rêve toujours en tant que cuisinier d'offrir des pièces entières, des beaux turbos, machin, etc. Mais comment on fait si on vend pas le beau turbo grillé à l'ensemble d'une table? Plante. Comment alors? Et là, c'était animé par. On avait des grands miroirs comme ça dans le restaurant. C'était à Uniqlo à Shanghai. Et derrière ces miroirs, en fait, on avait des écrans et on affichait un programme un peu comme à la bourse, vous savez, cette espèce de programme. Vous aviez
turbo, 19h, 8 portions, tel prix à la portion. Et donc, en fait, on sortait le turbo à 19h exactement, sur une table de tranche énorme, comme ça. Et il sortait grillé à 19h, on le coupait 8 portions. Et comme les gens l'avaient vu sur le truc, ils avaient pris un peu comme enchères, j'ai une portion. Et donc, on vendait sur des tables séparées, mais au même moment, parce que les gens l'avaient pris. C'est vachement intéressant. C'était un restaurant que j'ai adoré. J'ai beaucoup regretté d'avoir fermé. Il y a des conditions, des fois, commerciales qui font qu'on ne peut pas continuer certaines choses. C'est hyper marrant comme concept, ça. D'imaginer un fil de produits qui continue et en fait, les gens qui fait presque qui lèvent le doigt et qui se positionnent sur la séquence, quoi. Ouais, c'était vachement intéressant parce qu'en fait, on est dans l'hyper-précision de quelque chose de très populaire. Et d'ailleurs, on avait fait un truc que j'ai pu refaire depuis. Alors, ça m'embête de le refaire parce que quand on a perdu un truc comme ça, on a l'impression de redevoir écrire un livre qui a déjà été écrit et c'est presque impossible. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que même en cuisine, on avait mis... ça semble un peu exagéré, mais pour faire 0 erreur, on avait mis des écrans comme ça. Et comme on savait qu'à 19h, on devait sortir le turbo, par exemple, on savait que ça voulait dire que à 18h, le turbo était mis à l'extérieur. On avait le premier marquage parisien à tel moment, etc. On le passait dans le four à 400. Après, on le passait dans le four à bois, là, vite fait, avant. Et donc, à chaque fois, il y avait un truc qui arrivait, ça faisait bip. Et les cuisiniers, c'était là. On se serait cru un peu chez McDo ou un truc comme ça. On a les trucs. Mais c'était extraordinaire. J'adore ce truc. Grand formatage. Mais avec la cuisine qui décide toujours de ce qui va se passer dans la salle aussi, c'est la cuisine. Là, on est dans la maîtrise totale. Là, oui. Mais ultraviolet aussi. Oui, ça c'était inspiré d'ultraviolet. Ouais, voilà. Mais dans un truc finalement où les gens ne voient pas comme ça. Non, bien sûr. On aurait pu simplement aussi, ce qu'on voulait faire d'ailleurs au début, dire on fait un turbo. Quand le turbo il sort, on gueule, on sonne une cloche. Qui veut du turbo. C'est rigolo aussi. Ça fait un peu bordel. J'aime bien l'idée. Vous avez parlé. Juste une question, parce que c'est vrai que cette vie, elle est faite de voyages, de rencontres, et on sent qu'il va y avoir encore d'autres chapitres par la suite. Comment on gère, vous avez parlé de votre paternité, de votre couple, comment on gère sa vie quand on a à ce point cette énergie qui va, qui vient. Vous avez parlé de choses sinusoïdales pour parler de cuisson tout à l'heure, mais ce récit, il est fait aussi comme ça de séquences très différentes, de destinations très différentes. Comment on gère tout ça ? Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'on arrive à le faire exister ? C'est vrai que les gens se demandent qu'est-ce que tu fais quand tu travailles pas ? Je vais au restaurant. J'ai toujours pensé que j'avais la chance de faire mon métier. Donc il y a des contraintes, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure maintenant, je m'en suis un peu débarrassé des plus grosses contraintes. C'est-à-dire que par exemple, je fais pas toujours les services parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de moi. Ça me permet d'ailleurs de m'absenter. Quand je fais Top Chef à Paris, je suis pas ultraviolet, mais l'équipe est tellement rodée, les choses sont tellement précises. J'ai des gars qui sont là, qui font ça mieux que moi. Non mais là, vous me parlez, je vous dis comment vous gérez en dehors du travail. Vous me parlez de votre travail du coup. Comment on fait pour être père et mari quand on est à ce point partout? Alors déjà Marie, je suis séparé de. Oui, enfin vous l'avez. Du coup, vous l'avez été. Mais je l'ai été comme beaucoup de cuisiniers, peut-être mal. C'est-à-dire qu'en arrivant tard le soir, etc. Est-ce que j'ai été un bon père ? J'ai été un père comme un cuisinier. J'adore mon fils et j'ai fait en tout cas à distance. J'ai l'impression de faire le mieux. Est-ce que si je refaisais des choses par rapport au temps que je dois dédier à mon fils, peut-être que c'était peut-être pas suffisant. On peut toujours penser qu'on a raté certaines choses en essayant de faire bien d'autres choses. Je pense que j'ai pas forcément beaucoup de regrets. J'espère que les gens n'en veulent pas trop, de ne pas toujours avoir passé le temps qu'il fallait. Mais j'ai pas de vrais autres hobbies. Je vais pas à la pêche. Enfin, je fais pas du ski. Il y a plein de choses comme ça que je fais pas, mais ça me manque pas parce que j'ai pas besoin de nourrir ce que je fais avec d'autres choses qui pourraient être passionnantes. J'ai fait des choses qui étaient passionnantes toute ma vie. Donc ça veut dire qu'il y a le chapitre post-ultraviolet et loin d'être... Peut-être que je vais me reposer, j'en sais rien. Peut-être qu'on va voir. C'est possible. Excellente blague. Bah oui, évidemment, oui. Oui, pour une fois, pour voir. Pour voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Trop bien. Cet épisode a été enregistré à la fin du mois de janvier 2025 et à ce moment-là, la fermeture d'Ultraviolet n'avait pas été annoncée. C'était donc un moment particulier pour moi d'entendre ainsi Paul Perret partager cette vision, expliquer l'ADN de ce lieu, l'entendre dire qu'il représentait l'apogée de sa carrière, tout en sachant que quelques semaines plus tard, il surprendrait son monde en annonçant la fin de ce chapitre. Aujourd'hui, vous découvrez cet épisode et le restaurant vient de fermer ses portes, définitivement. Il y a 48 heures,
Paul Perret y a livré son dernier récital et il a éteint les 3 étoiles qu'il faisait briller à Shanghai avec, on l'imagine, l'énergie qui le caractérise, la tendresse au fond et la fougue qui l'anime. Respect, chef, et surtout, hâte de découvrir quelle forme vous allez donner au repos que vous envisagez. Rassurez-vous, personne ici ne vous a cru. Et d'ailleurs, chers auditeurs, chères auditrices, en attendant de savoir ce que le chef nous réserve, je vous suggère d'aller découvrir les lieux où il continue de sévir avec générosité et exigence. À Shanghai pour les plus voyageurs, à Paris pour les proches auditeurs. Nos noces vous attend à l'hôtel de Crillon et c'est un sacré parti pris, car sous les ors du palace, il y a là une carte d'évidence et de réconfort qui va du steak frites au foie de veau en passant par le tartare. On peut se faire un magnifique œuf mayo, un rôti à l'humeur, bref, c'est ultra balisé et surtout tellement bien réalisé, faut le savoir, au Crillon sous Paul Perret, on se fait cajoler. Merci chef d'avoir pris le temps de nous raconter votre histoire, bon vent et à très vite, à table, avec joie, et à la télévision chaque semaine pour cette 16e et prometteuse saison de Top Chef. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir suivi ce voyage en gastronomie sur Paul Perret Airlines. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il avait fait l'avion à la fin de l'interview, et non. Mais il nous a fait voyager, et il va à 300 à l'heure, faut le reconnaître. Je vous le redis, et je vous en remercie, n'oubliez pas de mettre une note à ce podcast, les 5 étoiles, c'est mon Graal, et c'est surtout pour moi l'occasion de faire connaître mon travail, et celui des chefs qui prennent ce temps pour partager avec nous le récit de leur vie. Je vous donne rendez-vous mercredi pour Show, notre format actu, et vendredi pour Chef d'entreprise, notre émission dédiée, comme son nom l'indique, à l'entrepreneuriat dans la gastronomie. Tout ça, c'est sur Chef, alors abonnez-vous pour ne rien rater, et à très vite. Salut!